Bonsoir et sentez-vous à l'aise au sein de notre première émission depuis la rentrée du mois de septembre. Alors ce soir, que les choses soient dites sur une thématique qui saura retenir toute votre attention. Beaucoup essaient de comprendre quel est le mal actuel de notre société. Pour certains, c'est essentiellement une perte de valeur. Pour d'autres, il faut mettre le curseur plutôt sur le manque de repères. Ce soir, nous y verrons plus clair avec l'apport de nos invités, mais aussi avec vos interventions téléphoniques. Notre société est-elle en perte de repères ou en perte de valeur? C'est la thématique qui sera débattue ici ce soir. Sur le plateau, nous avons un panel d'invités que vous connaissez pour la plupart. Ils sont pour l'instant au nombre de 3. D'ici peu, certainement, nous enrichirons ce plateau. 3 hommes. Tout d'abord, honneur aux jeunes. Je ne veux pas dire que vous êtes âgés, mais les autres. Mais je dis... D'accord. Donc, Raphaël Lapin, qui est avocat. Raphaël Lapin qui est avec nous depuis un certain temps. Raphaël, vous êtes avec nous depuis un certain temps et vous y prenez plaisir. Absolument. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec des invités de qualité et puis d'être interrogé par vous, Yvelise. Merci Raphaël. Nous avons à ses côtés un homme qui n'est plus à présenter. Harry Ancelade. Bonsoir. Merci Harry d'être là. Tout plaisir. Et puis de l'autre côté du plateau, un homme qui prend beaucoup de place dans cette émission. À chaque fois qu'il est là, mais c'est vrai que... à chaque fois qu'il est là, c'est vrai que beaucoup apprécient les réflexions qui sont faites par Raymond Otto, qui est sociologue, anthropologue. Bonsoir Yves, bonsoir aux auditrices et téléspectatrices et téléspectateurs et auditeurs de Canal 10. Je dis le tout. Je me disais que ça manquait d'inclusivité. Oui. Voilà, donc bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Evita qui était hors de la Guadeloupe, qui arrive aujourd'hui ou qui est arrivée aujourd'hui, mais qui ne savait pas si elle pouvait être présente. Donc elle vous salue et elle vous dit... à la semaine prochaine, si elle n'arrive pas à venir jusqu'ici. Et puis Samuel qui devrait nous rejoindre sous peu. Messieurs, une thématique ô combien importante et ô combien d'actualité. Donc sommes-nous en perte de repères ou en perte de valeur? Nous verrons si nous sommes en perte des deux, ou en perte juste de repères ou de valeur, ou pas du tout, pas en perte de valeur, ou pas en perte non plus de repères. Alors, lorsqu'on vous dit, oui, mais aujourd'hui, il y a une perte de valeur en Guadeloupe, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment expliquer aux téléspectateurs ce que c'est réellement? Puisqu'on entend souvent, nous en perte de valeur, nous en perte de vitesse, nous en perte de repères, c'est mon âge, ou fait n'importe qui vite. Mais c'est quoi exactement? Qui peut répondre? Honneur à la jeunesse, puisque nous, on est deux jeux vite arrivés. C'est une manière de manière, il faut qu'il y en ait un qui commence. Il faut sacrifier quelqu'un. Bon, alors je vous les sacrifier. Oui. C'est une question qui est très large et qui induit de prendre du recul sur notre société. Et moi, comme d'habitude, Yvelise, je suis un peu pressé et assez souvent, je commence par la fin. On va commencer par le début. Et c'est vrai que se pose régulièrement la question des repères. Alors, qu'est-ce que c'est que les repères? Ce sont des choses qu'on a identifiées comme étant des référentiels et donc des porteurs de sens, effectivement. Et donc, à partir de là, quand on a des repères, ce sont des choses qu'on fixe à l'horizon
et on peut s'y fier pour naviguer. Et finalement, notre société, c'est un peu ça. On a des repères, on a des choses qu'on considère comme étant établies, comme étant des choses certaines, et finalement, qui permettent à la société de s'organiser autour de cet ordre-là. Et dire qu'on serait en perte de repères, ce serait dire finalement qu'on vivrait dans une société qui progressivement se déstructurerait et donc serait un espace de permissivité. Et finalement, ça me fait penser à une réflexion. Et là-dessus, quand j'ai dit à un très proche que je venais sur votre plateau ce soir pour parler de ce sujet-là, il m'a envoyé un dossier qui a été publié dans Le Point. Et je le salue, je sais qu'il va se reconnaître puisque je sais qu'il regarde votre émission avec assiduité. Il m'a envoyé un dossier avec dedans toute une réflexion autour de la question de la décivilisation. Et cette question-là, je pense que Raymond en a largement entendu parler. C'est pour moi la caractérisation et de manière criante de ce qu'on appelle cette perte de repères-là. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de dire que finalement, et c'est ce qu'on entend les gens dire, que finalement les incivilités sont de plus en plus récurrentes dans notre société. Et exactement, et que de plus en plus, on retrouve des gens qui s'agacent, qui s'énervent, qui sortent de ce qu'on appelle le civisme, qui perdent patience, qui insultent, qui font des incivilités sur la route, qui font des incivilités dans nos bureaux, dans nos administrations, et qui finalement, pour tout un tas de raisons dont on aura l'occasion, je crois, de parler, oui. Eh bien, emmènent cette espèce d'affadissement des repères, avec, pour moi, une conséquence, c'est la perte de valeur, mais je m'arrêterai là pour l'instant. Voilà. Harry. Ou Raymond. Non mais, vas-y. D'accord. Oui, vas-y. Je vais poursuivre, effectivement. Tu sais, lorsqu'on pose la question, alors ça c'est une question récurrente depuis 23 ans que j'entends que la jeunesse, la Guadeloupe serait en perte de valeur et aussi de repères. Alors, je réponds et je te remercie pour l'intro. En fait, qui dit ça? Et qui a intérêt à le dire? Alors, aujourd'hui, je vais être sympa, je ne vais pas dire le corps des journalistes, mais généralement, c'est les journaleux, pas les journalistes, les journaleux qui disent ça. Et pour expliquer une situation chaotique d'une société sans parler de sa géopolitique, on te dit effectivement que les gens sont perdus ou n'ont pas de repères. Mais en fait, les gens ont des repères. On est une société toute simple. Hein. On sait par qui on est administré, on sait par qui l'école appose des valeurs qui ne sont pas forcément, et des codes qui ne sont pas forcément les nôtres. Et on sait aujourd'hui qu'on a la croisée des chemins entre deux générations. Une génération qui essaie et qui va partir, c'est celle qu'on caractérise de senior et qui a gardé des valeurs très simples d'organisation de la société, c'est-à-dire en fait la question du respect, la question de respecter une forme d'ordre établi qu'ils estiment être porteur de sens, puisque derrière la question des repères, c'est la question du sens que tu questionnes. Oui. Et de l'autre côté, tu as une société où les gens ont accepté l'assimilation à bras ouverts, parce que ça fâche tout le monde lorsque je dis ça, mais j'assume mes propos, où il est autorisé de dire n'importe quoi, où il est autorisé d'autoriser n'importe quoi, et que plus personne ne veut rester dans un cadre. Je te donne un exemple qui est tout simple. Nous venons d'essuyer une tempête. Et j'ai entendu les réflexions en disant que oui, on est encore en orange, il ne faut pas sortir. Mais la vraie question, c'est à quel moment il a été établi effectivement qu'il ne fallait pas sortir. Et qui dit de ne pas sortir? Aujourd'hui, tout le monde est autorisé à faire tout et n'importe quoi. La difficulté... Tout le monde est autorisé ou tout le monde s'autorise? Non, tout le monde est autorisé parce qu'effectivement, tu as un jeu de loup et de flou. Il faut qu'on soit clair dans cette société. Tout le monde n'est pas éligible au même contrôle. Donc en fait, l'individu lambda qui décide d'aller regarder la rivière et que la rivière emporte, ses parents vont exiger effectivement qu'on aille retrouver son cadavre. Donc effectivement que la collectivité fasse jouer les références en ce sens. Mais on oublie le point de départ, c'est que il pas tenir à regarder la rivière là qui coulé. On est dans une société où de plus en plus les gens s'autorisent
Tu disais tout à l'heure les incivilités sur la route. Ce ne sont pas des incivilités sur la route. C'est la conséquence d'un délitement de l'éducation dite ancienne avec des codes et des respects, où aujourd'hui tout le monde s'autorise à faire tout. Donc, on dit bien s'autorise. Mais je parle toujours de s'autoriser. Je ne parle pas de la société. D'accord. Parce qu'il faut faire ce distinguo. Dire que la société guadeloupéenne n'a pas de repères voudrait dire que l'ensemble de ses membres fonctionnent de la même manière. C'est faux. C'est faux. Libanais qui continuent à fonctionner comme ils veulent, Syriens dans leur truc, les différentes peuplades d'Afrique qui sont présentes chez nous, tu n'entends pas parler d'eux. Ils sont là, ils ont fonctionné, ils ont fait habiter. Pourquoi nous, on est toujours en train de se questionner sur des choses que nous-mêmes nous mettons en scène? C'est la vraie question, c'est la question de la responsabilité et c'est la question du sens. Lorsque tu parles de repères, nous n'y repérons nous. Lorsque tu discutes avec des élèves, ils ont leurs repères. Maintenant, lorsqu'ils te renvoient en disant « Oui, mais vous les adultes », il faut l'entendre aussi. Non, ils ne disent pas vous les adultes, ils disent vous les vieux. Non, c'est pas tout vous ce qu'ils disent. Vous les anciens. Non, il faut un rapport entre eux. Et ils nous disent effectivement de ne pas exiger d'eux une exemplarité parce qu'on n'est pas exemplaire. Exactement. Et quelque part, ils n'ont pas tort, puisque les médias font régulièrement le relais de tout ce qui se passe. Donc il faut qu'on s'interroge lorsqu'on dit ça. Je me rends compte que les médias ont beaucoup sur le dos. Hein. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas, justement... Oui, Raphaël dit oui. Non, faut qu'on soit, lorsque je dis ça, il faut qu'on soit sur un fait établi. La multiplication des sources d'informations ne veut pas dire qu'il y a une excellence des informations. Il faut qu'on soit au clair avec cette histoire-là. Il y a beaucoup de supports qui permettent d'avoir des informations. Mais est-ce que toutes ces informations sont intéressantes? La réponse est non. On fait un recoupement d'informations. Il faut plusieurs sources. Je te donne un exemple. Il faut plusieurs sources. Prenons ce qui se passe en ce moment. Là, c'est ce qu'il y a de bien. C'est bien pour te dire effectivement de quoi il s'agit. Prenons ce qui se passe en ce moment sur le territoire africain, avec effectivement les différents mouvements de seconde décolonisation. Lorsque vous discutez avec des gens de 30-40 ans, les gens sont paumés. Parce que les gens ont une vision de l'histoire écrite, et tu l'as dit tellement de fois ici, les gens ont cette vision d'une histoire écrite, mais les gens n'ont pas une histoire de l'histoire réelle. Exemple, lorsque tu parles aux gens, c'est quoi le franc CFA, ou bien c'est quoi le franc ACP, les gens oublient que la Guadeloupe était sur les francs ACP. Les gens ont déjà oublié ça, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Il n'y a pas si longtemps. Hein? L'euro est venu bouleverser tout ça, donc ça veut dire 2002. Lorsque ta grand-mère parlait en 100 000 francs ou en 1 million, tu rigoles en disant « Mamie, mais il faut actualiser ton discours ». C'est simplement notre histoire qui n'a pas été racontée ou qu'on a folklorisé, qui fait qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui ne comprennent pas comment un système, et le franc CFA, c'est un système qui a été élaboré par les nazis, repris par les Français pour appliquer en Afrique, pour donner toute l'histoire. D'accord? Comment tu expliques effectivement qu'une même information, elle n'est pas creusée? Et tu disais tout à l'heure que je faisais une diabolisation des médias. Non, le rôle du journaliste, c'est d'informer la population, pas de la désinformer. Or, de plus en plus, on est dans de la désinformation puisqu'on ne relaie pas la bonne information. Et lorsque tu reviens sur les vrais sujets, ben, les gens sont choqués en disant qu'on les a manipulés. Non. Et pour revenir à ta question de départ, quelles sont nos références en matière de comportement? C'est l'Occident. Tout ce monde nous qui partit, souviens-toi, il n'y a pas si longtemps, il y avait une opposition entre la Guadeloupe de là-bas et la Guadeloupe d'ici. Et tu te souviens, on était dans cette pièce-là avec Harry où je disais, nos blessures ne sont pas encore soignées. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle référence qu'on veut aujourd'hui, sachant pertinemment que le bloc des traditionalistes sont en train de s'en aller et qu'en fait, on va avoir effectivement des jeunes générations, lorsque je dis jeunes générations, c'est-à-dire 50 ans, 60 ans, qui n'ont pas la connaissance du pays, qui n'ont pas les grands combats du pays, qui ne connaissent pas du tout
une Oui, histoire. mais quand on a 50 ans, 60 ans, on connaît quand même l'histoire, on a du recul quand même. Non, ne dis pas On ça. prend du recul. Tout dépend de comment tu as accepté ta vie. Alors, comment est-ce qu'on peut faire avec les jeunes générations et leur donner la transmission même? Comment on peut faire si à 50 ans, 60 ans, on ne sait pas Vas-y. on peut dire que tout est perdu. Si tu permets, Harry, Vas-y. en fait, il y a beaucoup d'éléments de réflexion qui ont été apportés par Raymond, qui sont très riches et sur lesquels je souhaiterais un peu rebondir. Raymond a parlé de plusieurs choses. D'abord, il a évoqué la question de la disparition, en tout cas, du transfert progressif de repères. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me semble important, parce que effectivement, chaque génération, et je crois qu'il y a un auteur qui avait parlé de ça, un sociologue qui avait parlé de ça, chaque génération a toujours le sentiment que c'était mieux avant. Oui. Et on entend ça Une dans la nostalgie. bouche des gens, une espèce de nostalgie, sans pour autant que ça puisse être matériellement quantifié, sans pour autant que ça puisse être mesuré. Chaque génération a toujours ce sentiment que du temps de son enfance, les choses allaient mieux que actuellement. Bon, même si c'était une époque de guerre, même si c'était une époque... Bref, au final, on a un sentiment peut-être un peu édulcoré et effectivement un peu nostalgique de ce qu'était le temps d'avant. Donc, quelque part, avec cette espèce de conflit permanent de génération et donc de conflit de repères, on se retrouve avec le sentiment que les repères ont disparu, alors même qu'en réalité, ils se sont déplacés à la lumière de tout un tas de Les choses. repères ont disparu. En tout cas, ils ont pas disparu. quand on dit, je finis juste ma réflexion, parce qu'il y a un deuxième point de ta réflexion que je trouve absolument passionnant à entreprendre. Juste pour finir, je n'ai pas parlé de disparition, j'ai parlé de déplacement. C'est-à-dire que mes repères ne sont pas ceux de ma grand-mère. Ma grand-mère n'a pas les mêmes repères que les générations qui sont venues avant elle. Il y a des choses à moi, et c'est Foucault qui parlait de l'épistème, ça veut dire ça qui a rentré en disant à on bitin qui possible pour moi. Et donc ce qui est possible dans une société pour moi aujourd'hui ne l'était peut-être pas pour les générations antérieures. Ça, c'est une première piste de réflexion que je trouve absolument passionnante. Deuxième élément de réflexion, c'est dire que finalement, il y a nous des repères, mais et en ça qui plaît et Samuel, il y a nous des repères. Merci Samuel d'être avec nous. Il y a nous des repères, mais ces repères-là, en fait, il n'y a pas dans la REL à Pays Guadeloupe. C'est des repères que nous avons gardés en flou par l'autre côté à l'Ambela, et finalement, qu'il faut nous adopter, considérer en nous. Et c'est ça que tu disais en réalité. Et c'est peut-être l'impossible de vivre ensemble de ces deux visions-là que tu questionnes ce soir. Oui. Exactement. Voilà. Et donc, finalement, la synthèse est là. Oui. Harry. Et ensuite Samuel. Oui, alors, ce qui est... C'est que, pour moi, déjà, la question que je me posais quand on parlait de repères et de valeurs, on se situe où? Pour moi, c'était la première question, parce que la question a été posée, est-ce que la société perd ses repères, ses valeurs? J'avais envie de demander quelle société. D'abord, de quelle société on parle? Et bon, je constate qu'en définitive, on est sur la société totalement guadeloupéenne. Bon, parce qu'il est évident que cette question-là, à mon avis, aujourd'hui, se pose partout. Bon, parce que quand je regarde comment ce qui se passe un peu autour, ce qui se passe ailleurs, c'est une question, à mon avis, qui se pose partout. Parce que les choses vont en s'accélérant. Et je crois que aucune des sociétés actuelles ne se sent maître réellement de la situation telle qu'elle se passe. Aucune des sociétés. Bon, mais par contre, pour nous, en Guadeloupe, parce que c'est pareil, je dis, cette question-là, quand on se la pose en Guadeloupe, est-ce que le gars Antigua ou le gars Saint-Lucie se la pose de la même manière? Non. C'est pour ça que Raymond a balayé très large. Parce qu'il a abordé tous ces problèmes-là. Enfin, cette question. Notre société était. Mais oui, mais justement, mais là, je dis, effectivement, mais là, alors, donc à ce moment-là, on l'aborde avec toute la complexité qu'il y a chez nous. Oui. Parce qu'on parlait tout à l'heure de nos valeurs. C'est quoi nos valeurs? Elles viennent d'où? Elles sont comment? Sont définies comment nos valeurs? C'est quoi nos valeurs? C'est quoi nos repères? On parle de nos repères. Mais d'ailleurs, la première chose qu'on devrait dire, pour moi, le premier vrai repère qu'on a, on l'obtient à l'école déjà.
Mais est-ce que l'école est un élément de repère pour nous qui est cohérent? C'est pas un élément de repère cohérent pour nous. On navigue, mais c'est pas... on fait avec. Donc, quand on dit on perd nos repères et nos valeurs, est-ce qu'on perd ce qu'on n'a pas totalement, ce qu'on ne maîtrise pas totalement, ou ce qu'on n'a pas créé totalement? Ou qu'on a quelque part rejeté Qu'on a rejeté avant. Donc, on est dans un... Et d'ailleurs, je pense que c'est de là que notre société, par contre, guadeloupéenne, c'est là où je dis qu'on a besoin de prendre du recul et de définir beaucoup de choses. De définir la ligne qu'on veut se donner. Quand tu m'as appelé pour me parler de repères, etc., je me dis, tiens, c'est marrant parce que tu m'appelles, tu parles de ça, et depuis quelque temps, j'étais en train de me dire, mais c'est bizarre, je dois avoir un problème parce que je ne sais pas, je sens pas la Guadeloupe. Je ne sais plus où on est, je ne sais pas. Et à tous les niveaux, je regarde la politique, je ne sens pas ce pays-là. Alors je dis, je dois vieillir, je dois réellement vieillir, je dois avoir un problème de... Je n'arrive plus à projeter quoi que ce soit, parce que je ne sens pas le truc. Je ne sens pas le pays. Et quand on dit qu'il n'y a pas de repère, pour moi, il y a un fait certain, il n'y a pas d'objectif clair. Il n'y a pas de repère, il n'y a pas d'objectif clair, on n'a pas une vision claire. On est dans un flou total, on navigue, on ne sait pas trop, on va, on fait. Alors ça, c'est le débat local. Ce débat local est-il totalement indépendant de ce qui se passe autour de nous? Et je dirais même assez loin de nous. Je n'en suis pas sûr. Et tu as abordé un débat important qui a une influence énorme dans la pensée de la nouvelle génération aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Le panafricanisme. Ah, ça, je regrette. Oui. On ne peut pas, parce que je regarde la nouvelle génération. Alors ça, c'est intéressant, parce que la nouvelle génération est en train de découvrir un monde, je dirais, par ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Nous avons vécu autrement. Nous avons vécu tout un tas de choses depuis les années 60. Nous avons vécu l'Afrique du Sud, l'apartheid, le machin, le truc, etc. On a vécu tout ça, et il y a une génération aujourd'hui qui arrive, qui vit l'explosion. Et qui vit un autre langage, qui vit surtout, qui vit d'entendre des gens parler aujourd'hui avec un ton, une autorité et une maîtrise que nous n'avons jamais connue pendant 30-40 ans, au niveau international. Des jeunes. Mais oui, mais c'est les jeunes, voilà. Alors, donc, on est effectivement, je pense que là, et c'est là aussi où je rejoins sur mon point, entre une génération, non, mais là, ça aussi, c'est un point qui est important. Quand tu as dit, entre une génération et la génération actuelle. Oui. Il y a vraiment... réussir à réconcilier un peu une vision claire sur les deux. Ces deux générations qui ont vécu deux histoires totalement... Il n'y a presque pas de continuité d'ailleurs. Il y a une génération qui a vécu pendant 40-50 ans sous une sorte de... On observe, on prend des coups, mais on ne sait même pas comment régler ce problème. On prend des coups, mais la chose est tellement structurée, tellement soudée, qu'on ne fait que prendre des coups. Et il y a une génération aujourd'hui... Pourquoi on prend des coups, au moins? C'est la génération qui a joué le jeu. C'est la génération qui a joué le jeu. J'ai entendu quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a sorti une phrase de Thomas Sankara à l'Assemblée. J'ai trouvé ça génial. Cette phrase-là était pas mal. Je trouvais que cette phrase était vraiment pas mal. Alors, avant de passer la parole à Samuel, nous marquons une pause parce que sinon, je serais obligée, Samuel, d'interrompre le propos. Donc, nous marquons une courte pause et puis nous revenons avec Samuel. Voilà, nous revenons avec nos téléspectateurs sur notre thème et nous poursuivons avec Samuel. Alors, Samuel, une thématique qui, c'est vrai, retient l'attention de beaucoup et surtout, nous entendons parler de repères, parler de valeurs tous les jours. Les gens qui ne comprennent pas disent souvent nous sommes en perte de valeurs, en perte de repères. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce que ça se caractérise? Alors, c'est vrai qu'on a eu un débat déjà très riche avec Raphaël, Harry et Raymond. Comment est-ce que vous percevez cela? Bonsoir tout d'abord, mais c'est dommage que j'ai raté
ce premier débat. Ce premier jet. Voilà, ce premier jet de débat. Oui. Alors, les valeurs, c'est ce que je pense, ça lie les individus. Hein. C'est ce qui met les individus dans une solidarité. Les valeurs lient les Les individus. valeurs. On entend souvent dire on n'a pas les mêmes valeurs. Je ne pense pas que les valeurs soient universelles, sauf certaines. Parce que si par exemple vous pouvez avoir de l'empathie, c'est une valeur, la solidarité, la fraternité, le respect. Alors il y a des valeurs qui sont incontournables. On n'a pas de respect, c'est mort. Par contre, quelqu'un qui n'a pas d'empathie, je peux quand même discuter avec elle, puisque voilà. Donc les valeurs ne sont pas pour moi universelles. On peut maintenant les repères, parce qu'il faut avoir des repères, parce que les repères c'est la vraie boussole. Les valeurs sont dessus des repères, mais il faut quand même autant qu'on peut vivre à côté des gens avec lesquels on ne partage pas certaines valeurs, il y a des choses qui sont rédhibitoires. Si vous n'aimez pas quelqu'un de grossier, c'est vrai que vous n'allez pas partager sa table, vous n'allez pas partager, en tous les cas, voilà, parce qu'on dit qu'on n'a pas les mêmes valeurs, donc on n'a rien à faire ensemble. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de repère du tout, ça devient un peu compliqué. Quelqu'un qui est perdu. Qui est perdu, voilà. Lorsqu'on n'a pas de repère, c'est qu'on est perdu et qu'on perd le sens même des choses qui sont importantes. On est passé d'une société en France, d'une société qui était une société de confiance à une société de défiance. Oui. Avant, lorsque un élu parlait, ça avait du poids. Un élu, l'élu servait de ciment vraiment dans la société. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. On l'a vu avec la crise sanitaire, où les gens n'ont plus confiance. D'ailleurs, aujourd'hui, le nouveau monde veut que chaque personne ait son mot à dire, chaque personne ait son analyse. Ça rend difficile. On a vu que les pays qui étaient quelque part des pays dits sous des régimes de dictature s'en sont mieux sortis que des pays démocratiques comme la France. Parce qu'on l'a vu aussi ici. Donc je pense qu'honnêtement, j'ai entendu Raphaël parler qu'on a l'impression effectivement que c'était toujours mieux avant. Oui et non. Il y a des choses qui étaient... C'est vrai que lorsqu'on faisait la guerre, on coupait la tête des gens avec des haches, c'était assez dur. Donc le monde, c'est quelque part un moment, c'est embourgeoisé. Hein. Après les guerres, les choses se sont tassées. On a fait un monde un peu conquérant c'était le début de l'industrie et tout ça. Donc on a connu un monde un peu apaisé. Aujourd'hui, on assiste quand même à des choses auxquelles on n'assistait pas avant. On voit par exemple des enfants, des crimes, des parricides, ça c'est quand même quelque chose d'assez neuf pour la Guadeloupe en tous les cas, c'est pas pour ailleurs, mais pour la Guadeloupe, ça devrait nous interpeller. Ce sont des choses qui, je pense, qui n'existaient pas dans notre département. Donc c'est vrai que les repères, la mondialisation y est pour quelque chose. Est-ce que ça n'existait pas ou est-ce qu'on n'en avait pas forcément connaissance? Non. Est-ce qu'on peut dire ça? Si je peux me permettre, il y a plusieurs choses. Je vais réagir parce qu'il y a plein de choses aussi très intéressantes. Pour moi, il y a eu, et on en parlait, un déplacement des repères, mais qui a provoqué quelque chose sur les valeurs. On parlait du poids de la parole publique, du poids de la parole politique. C'est pas hier matin que nous avons découvert que Luc a fait emploi fictif. Ça a toujours existé, les emplois fictifs de la mairie de Paris. Avant ça, il y avait des espèces de fonctionnement de sénateurs où on savait que les sénateurs employaient sur l'enveloppe parlementaire tous les membres de leur famille, mais ça ne gênait pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, pour le coup, il y a eu un déplacement des repères qui a provoquer une espèce de transformation du rapport à l'élu, de transformation aussi du rapport à l'autorité. Et effectivement, le fait que les repères de la classe politique aient évolué, parce qu'on a assisté là pour le coup à un renforcement de la norme, et donc la norme est censée être un repère, a provoqué une perte de valeur de la parole publique et une perte de valeur de la perception de l'élu par la population. Et derrière, mécaniquement, on s'est retrouvé avec tout un tas une espèce d'effet domino, parce que finalement, on se retrouve avec, tu as dit le mot tout à l'heure, un délitement. Un délitement du rapport à l'autorité d'une manière générale. Et ça se voit désormais dans le rapport du parent
à l'enseignant, dans le rapport de la personne qui est en face d'un officier de police judiciaire, de la personne qui est en face d'un procureur, de la personne qui est en face d'une figure d'autorité d'une manière C'est pour générale. cela que je dis que certaines choses dans ces repères l'ont bougé, et pas en bien. Donc c'est pour ça que peut-être certaines personnes peuvent dire que c'était mieux avant. Prenons le cas de Jospin qui en 89 met l'élève au centre. Avant, vous aviez un professeur, il y avait une autorité, hein, un professeur. Oui. Et après l'élève, on lui dit il faut apprendre à apprendre. Donc il devient lui-même. Chaque élève devient. On est dans un monde de Dieu où quelque part, on se déifie. Parce que y a le fait de transgresser quelque part devient une posture de puissance. Et c'est vrai que lorsque Jospin le fait en 89, aujourd'hui, alors on vit. On est vraiment en plein dedans. Aujourd'hui, les professeurs sont perdus. Ce sont les professeurs qui sont perdus, les enseignants. Plus aucune autorité. Les professeurs sont en perte de repère. En perte de... Oui, puisque les professeurs ne peuvent pas agir, les parents ne peuvent pas agir. Vous avez dernièrement une affaire au tribunal où un père, sa fille qui va être en justice contre lui parce qu'il l'a giflé. C'était une gifle. Ce n'était pas des coups sauvages, c'était une gifle. Et le père qui aimait effectivement sa fille, il a dit, bon écoutez, je vais accepter la condamnation, mais à partir d'aujourd'hui, je vous dis, monsieur le juge, cet enfant, je démissionne entièrement. Je vais certes jamais plus la gifler, mais nos rapports s'arrêtent là. Et ce jour-là, qui était perdu, c'était le juge lui-même qui est perdu, qui dit, non monsieur, il dit, non, je vous dis ça, parce que comme je ne sais plus quoi faire, mais à partir de maintenant, il est autorisé à tout faire. Alors, et il y a Samuel, une phrase... Il est interdit. Samuel, il est interdit. Samuel, cet aphorisme, effectivement. Samuel, oui. Vous allez trop vite. Oui. Trop vite. Et ça me pousse à annoncer le thème de mercredi prochain. Les parents sont-ils démunis actuellement pour exercer l'autorité au sein de leur famille? Donc c'était vraiment le thème qui suivait et ça concorde parfaitement avec ce que Samuel est en train de dire, mais on ne va pas trop en dire aujourd'hui, ce soir. On va laisser un petit peu. Mais comme tous les sujets sont un peu parfois interconnectés. On va laisser un petit peu. Est-ce qu'on peut rajouter sur le volet juridique? Oui. Bien. Tu as commencé, mais tu t'es arrêté. En fait, c'est Micheli qui dit ça. C'est pas fini, hein? Mais bon, c'est... Non, mais j'ai encore... Non, mais vas-y. Non, vas-y. Je reprendrai après. Oui, parce qu'en fait, tu as dit quelque chose qui est vrai. C'est pas que la société est en bouleversement. Micheli le dit très bien. Il te dit que on est moins tolérant aujourd'hui à la frustration. Et il faut effectivement... on a créé de nouvelles... Et de ce que je dis, lorsqu'on a créé... on a créé de nouvelles violences. Elles sont institutionnelles. C'est-à-dire, en fait, tu as parlé de Jospin, c'est pour ça que j'ai rebondi sur ce que Raphaël disait. On est rentré dans, non pas l'assimilation européenne, mais on est rentré dans l'assimilation américaine de l'ultralibéralisme où il fallait être agressif. Où celui que tu allais recruter, c'est celui qui est capable de marcher sous la tête de son truc. Et les gens, puisque nous sommes des abrutis, faut le dire, hein. On est toujours sur... Pardon, Raymond? Nous sommes des abrutis. Abrutis au sens noble. Il emploie le sens noble du terme. Hein. Il y a un sens noble lorsqu'on dit que nous sommes des abrutis. Ne jamais confondre sémantique et sémiologie. La sémiologie veut que l'abruti soit la personne dérisoire qui est l'objet de colibé. Et l'abruti au sens noble sémantique, c'est celui qui ne maîtrise pas. Parlons français. Je sais que les gens ne parlent pas français, mais parlons vrai, n'est-ce pas, ici, que les choses soient dites. Que les choses soient dites. Que les choses soient dites. On revient. Ce que Raphaël a dit est juste, parce qu'en fait, on rentre dans un système de l'autre, on modifie la loi, on libère les gens des contraintes, et on est surpris des résultats à 15-20 ans, c'est ce que tu disais, Harry. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Lorsque tu me demandes effectivement de dire à mon enfant, parce que moi j'ai l'habitude de lever mon enfant à la guadeloupéenne, à la créole, à la nègre, à tout ce que tu veux, ou mon enfant génétiquement, tu rigoles, mais je suis sûr que tu pratiques les mêmes choses que ta maman et que ta grand-mère sur ton enfant. Non, c'est surtout que je vois de quoi tu parles. Je suis désolé, ça fait près de 20 ans que j'interviens dans un milieu scolaire. Et lorsque tu regardes les problématiques qu'on rencontre en termes de comportement,
généralement, ce sont des comportements non sanctionnés à la maison qui se retrouvent à l'école. Ce n'est pas l'école qui a un problème. La question de l'organisation des droits des parents est une vraie question, sauf qu'elle n'a plus lieu d'être. Parce qu'à partir du moment où le législateur a donné des droits propres à l'enfant en dehors de ses parents, il faut t'attendre effectivement à ce que les choses ne marchent pas. Si tu es chez moi et que tu as tes droits propres et que le juge va décider en fonction de tes droits propres et non pas à l'engagement que j'ai, parce qu'au départ tu as un projet. Le jour où je te rencontre et on décide de faire un enfant, c'est toi et moi, le juge n'est pas là, c'est pas une orgie. Faut qu'on soit clair sur les termes. Et souvent je dis aux gens, qui a conçu l'enfant? C'est le juge aux affaires familiales? Mais non, lui-même n'a pas d'enfant. Et quelquefois, il a fait le choix d'avoir une orientation sexuelle pour ne pas avoir d'enfant. Donc, il connaît l'histoire. Alors là, c'est beaucoup de choses qui ont été dites. Non développées, mais qui ont été dites. C'est pas une histoire de non développé. Je te donne un exemple très simple. On se pose des questions sur où va le monde. C'est la question que tu posais tout à l'heure. Mais lorsque tu regardes, la plupart des dirigeants n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas fait d'enfants. Tous les grands dirigeants d'Europe n'ont pas d'enfants. Comment tu veux qu'ils parlent de famille? Ils vont parler de quoi? C'est ça la systémie d'un discours. Oui. Tu as dit tous les grands dirigeants. Oui, Yobani. Ils n'ont pas. Bon, après, je ne veux pas dire ça partout, mais on est entre nous. D'accord? Oui. On est entre nous. Comment tu veux que des lois aillent dans le sens de la famille lorsque ceux-là même qui réfléchissent à cela n'ont pas de famille? C'est la question de la norme, on en parlait tout à l'heure. Qui écrit la norme? Si tu écris ta norme, mais tu ne tiens pas compte de mon histoire, je suis désolé. Mon enfant, il doit grandir en période de sécheresse, foyer, péché, zécribiche. Quoi, on va dire, la protection de la faune et de la flore. Donc, ça veut dire ma tradition qui le faisait grandir, qui lui donnait une responsabilité. Pourquoi tu es ici, moi? Tu vas me dire effectivement que si je fais ma débroussailleuse, il ne faut pas que mon enfant balaye la pelouse parce que, en final de compte... oui. Mais oui. Et c'est ça qui met la discorde, c'est-à-dire en fait la perception de la règle et la perception de la société dans laquelle on vit. On est dans un grand écart. Ce n'est pas une question de valeur ou de repère. C'est simplement le milieu dans lequel tu vis n'est pas propice à te permettre à te réaliser dans ce qui t'aura fait grandir et dans ce qui avait du sens pour toi. Alors, Samuel n'avait pas terminé. Harry, je sens bien qu'il a envie de rajouter quelques propos. Et Raphaël aussi. Il prend plaisir à écouter. Ah oui, bon. Non, mais je vais passer le tour. Non, mais il faut que, Raphaël, tu termines sur le côté juridique parce que c'est important, puisque si le cadre n'est pas précisé, on ne peut pas comprendre de quoi on parle. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit que j'essaye de mettre en perspective. Parce que, déjà, alors, quand on parle de perte de repères, encore une fois, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de perte de repères? C'est des choses qu'on considère comme étant des éléments qui sont légitimes à apporter du sens. Et quand on reconnaît de la légitimité à quelque chose, ça veut dire que cette chose-là a une autorité. C'est aussi ça. Et donc finalement, quand on se retrouve à ne plus croire dans la légitimité qu'on accorde à ce repère-là, c'est le début de l'affadissement des valeurs. Et c'est important pour moi de bien faire ce message-là passer. Parce que si on n'a plus de repères, les valeurs disparaissent. Alors quand on parle de valeurs telles que la solidarité, de valeurs telles que la fraternité, de valeurs telles que la liberté, en fait, si les dés sont pipés au départ, effectivement, derrière on ne se retrouve plus, on ne fait plus société. Et c'est là qu'on se retrouve avec une société où on se mange les uns les autres. Au final, on assiste à ce qu'on appelle la décivilisation, avec ce que tu as dit qui n'étaient pas des incivilités, mais qui sont en réalité des incivilités. Donc aujourd'hui, là, on se mange les uns les autres. Mais en tout cas, c'est ça, c'est bien ça. Quand on parle en fait, quelles sont les données de l'équation? On parle de perte de repères. Et perte de repères, qui dit perte de repères? C'est pas la génération qui vient, qui elle a ses repères. C'est ceux qui ont le sentiment... observent et disent,
Et plus que perte de repères, je vais corriger mon expression, je vais parler de conflit de repères et de conflit de valeurs. Parce que c'est ça, en réalité, dont on parle. Alors, vous parlez des aïe péché cribichao. Parce qu'effectivement, il va empêcher au péché cribichao parce que les nouvelles valeurs, la nouvelle éthique n'est plus d'aller pêcher les cribiches dans une approche traditionnelle. Même le travail, même la force travail. Aujourd'hui, on ne voit pas le travail comme étant l'accomplissement d'un homme. Non, exactement. On voit le travail comme étant une charge, comme étant aujourd'hui, on n'aime pas... Voilà. Il y a un conflit de valeurs. Voilà. Et c'est mon là, il faut dire qu'il faut ménager en temps personnel par rapport à temps de travail. Absolument. Parce qu'effectivement, il faut réussir à concilier pour qui côté, pour faire qui côté. Et en fait, je trouve que c'est particulièrement intéressant de mener la réflexion jusqu'au bout parce que ce conflit de valeurs-là, ce conflit de repères-là, eh bien, c'est exactement ce dans quoi on vit. Et c'est peut-être en réalité un conflit de génération, puissance démultipliée par l'accès à l'information en permanence, par l'accès à tout un tas de réseaux de communication, où au final, l'information vient trouver quelqu'un qui n'a pas le même référentiel que moi. Je le vis déjà. J'ai une trentaine d'années. Quand je vois des personnes avec qui je travaille qui ont une vingtaine d'années, je me dis, mais mince, d'après moi, l'antenne, en pâté, a fonctionné comme ça. C'est pour ça, ça commence comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, de plus en plus tôt, la cassure est de plus en plus tôt, parce qu'avant, il fallait avoir 20-30 ans de plus que quelqu'un pour constater que ça n'allait pas. Aujourd'hui, parfois, 5, 6, 7 ans suffisent. Donc c'est quand même grave. Mais c'est vrai, c'est grave. Et quand je regarde aujourd'hui, vous avez des jeunes qui font des études. Avant, on faisait des études, on était sûr de faire carrière, sauf quelques cas. Vous aviez appris du droit, la médecine. En général, vous professiez. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui font une carrière, qui font bac plus 5, plus 6, et qui s'empressent de se débarrasser après de ce métier-là, qui ne veulent pas du tout. Et on les attend toujours. Ils disent, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, ils disent qu'ils ne savent pas encore. Moi, j'ai une amie qui me dit, elle fait sortir une fille de France, avocate dans son cabinet. La fille arrive, elle s'installe le mardi, le lundi, le mercredi, elle l'appelle en urgence et lui dit, tu sais, finalement, je vais arrêter parce que je ne crois pas que je suis fait pour le droit. Voilà. Donc, on a la mondialisation a perturbé, mais je pense que tout est allé trop vite. Et aujourd'hui, on rentre dans un monde où ça va tellement vite. Maintenant, on parle déjà de l'IA. Alors certaines personnes essaient de mettre déjà des freins, disent attention, il y a un danger. Parce que ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps. Au niveau de cette émission, je vais m'arrêter parce que toutes les thématiques qui devraient être mises sur ce plateau, Samuel les aborde. Enfin, on les aborde. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, par Raymond, il faudra en parler. Qui est de savoir comment est-ce que ça se traduit sur le plan juridique. Moi, ce que j'observe, c'est que ce que tu vois dans la société au quotidien, c'est précisément ce qu'on retrouve au niveau de la norme, de la norme juridique. Tu as une inflation de la norme juridique. C'est-à-dire qu'il y a des punaises de lit dans le métro de Paris. Eh bien, le Parlement se saisit de cette question en réalité et dit il faut une loi. Tu as le ciel qui pleut, eh bien, il faut une loi. Tu as un tel qui éternue, il faut une loi. Et en fait, tu te retrouves, là encore, avec une inflation législative qui est conjuguée à autre chose. C'est à une perte de valeur de la norme étatique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de mes travaux de recherche. Parce que mes travaux de recherche, c'est comment appréhender le pouvoir économique, le pouvoir privé. Et notamment à l'échelle internationale et à l'échelle transnationale. Et en fait, qu'est-ce que le pouvoir si ce n'est une émission de normes à laquelle quelqu'un se conforme? Et en réalité, mes travaux m'ont permis d'identifier une chose, c'est la montée en charge de la norme qui est issue de la sphère privée. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés au phénomène de l'obéissance vis-à-vis de pouvoirs privés. Tous, on a un smartphone. C'est une norme qui a été émise à un moment donné par des firmes et à laquelle tout le monde se conforme. Et je vais aller plus loin. Dans l'organisation de notre quotidien, il y a des choses qui sont exclusivement des normes qui relèvent du privé. On parlait tout à l'heure de cette génération qui est en train de monter et qui est en train de bouleverser les codes du travail. Mais en réalité, ce n'est pas une génération spontanée, c'est une génération qui observe des normes qui sont au-dessus de la norme publique. C'est-à-dire qu'il y a des normes aujourd'hui qui
sont supérieurs à la loi, qui sont supérieurs à la Constitution, et qu'on ne peut pas changer, et qu'il appartient à des gens comme Elon Musk ou comme Bernard Arnault d'émettre et de décider. Et c'est là où, à un moment donné, je retrouve cette espèce d'idée de perte de repères. C'est que les repères traditionnels, l'État-nation de Westphalie tel qu'on l'a connu, oui, qui était celui qui décidait avec un chef d'État qui était la représentation de la souveraineté populaire, ça n'existe plus parce qu'il doit discuter avec Bernard Arnault. Bernard Arnault rentre sans difficulté aujourd'hui à l'Élysée pour dire à Macron qui doit être son Premier ministre. Et en fait, c'est ça la réalité sur le plan juridique, c'est qu'on se retrouve d'ores et déjà avec cet affadissement de la norme publique. Alors là, on parle de une chose. Oui. Ce que tu dis est tellement vrai que j'écoutais ce matin, hier, tout ce qui s'est dit autour d'El Kabash. Et il y a une journaliste qui a lâché un pavé en disant effectivement que la difficulté de la société d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'érudits. En fait, tu as des gens qui, je reviens sur mon terme, sont tellement crétins. Le problème, c'est qu'ils ont des pouvoirs. Et donc, forcément, ils sont articulés. Et elle disait, effectivement, des journalistes qui allaient s'opposer. Donc, elle a repris la rencontre El Kabash et Mitterrand, ce genre de... Elle te dit non. Et elle a dit cette chose-là. Même les hommes politiques de l'époque, ils avaient de la stature, ils avaient de la connaissance et ils avaient du bagot. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont formés à des grandes écoles, à peu près, mais vraiment choc and block, hein, c'est-à-dire, en fait, avec toutes les informations essentielles ne sont pas divulguées parce que simplement, on a besoin qu'ils soient des exécutants, pas qu'ils réfléchissent. Un gars comme Mitterrand, comme Chirac, Bernard Arnault serait venu, il lui aurait rayonné. Le vieux chichi a bien dit aux Américains, vous voulez aller faire la guerre, allez faire vos affaires. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les gens ont dit, ouais, comment ça, c'est l'Amérique. Il t'a dit, oui, non, c'est votre problème, pas le mien. Quel président après, c'est-à-dire avec un vécu, un parcours, une construction culturelle pourrait se faire? Alors justement, quand on parle de valeurs, quand on parle de repères, est-ce qu'on parle de transmission, est-ce qu'on parle d'apprentissage au sein d'un groupe d'appartenance, hein, que ce soit la famille ou autre? Est-ce que, alors comment aborder la question? Puisque si on perd les valeurs ou on perd les repères ou on n'y perd pas, peu importe, mais comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on apprend? Et puis tu as la réponse à ta question, je finis. Je te disais oui, cet après-midi, comment tu expliques qu'une personne de 32, 33 ans ne sache pas l'histoire du Babylone? C'est vrai qu'on en parlait. Tu parles de transmission, voilà. Le truc qui a décatié la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, tu as 37 ans, tu as 32 ans, tu me dis que tu n'en as jamais parlé. Je te dis, tu n'as pas une tante qui a travaillé en France en PTT ou au truc? Oui et non. Voilà où on en est dans cette société-là, où l'essentiel n'est pas dit et le superficiel. Mais, par contre, c'est un problème qui est spécifique à nous, ça, par contre. Ça, c'est notre problème, ça. Moi, je sais, moi, tu passes à... Je prends un tout bête. Tu passes à Antique, tu passes à Saint-Kitts-Nevis, tu vas dépanner nos héros. Tu as des mecs affichés sous un pancarte. C'est nos héros, les héros de la population d'Antique ou de Bassin. Ça paraît... Ça veut dire qu'on se reconnaît dans quelque chose. Ici, ça n'existe pas. Nous avons encore des gens qu'on a envie de fusiller. Mais non, mais... Je résume, mais au sens figuré du terme. Mais non, mais c'est grave, ça. Parce que pourquoi on est aussi différents même pas quand même. C'est quand même grave. Comment ça se fait qu'on en soit réduit à... Mais parce que justement, sans repère... Ah oui, depuis ce soir. Mais il y a... Alors, parce que c'est pour ça que dès le départ, je dis, on a deux problèmes. Parce qu'il y a un aspect... mondialisation dans le débat et un aspect local. Bon, nous assistons, parce qu'on a beaucoup parlé là de phase, je dirais, de la partie scientifique. La science va à une vitesse V et tout le monde est perdu parce que vu que de l'autre côté, on a une sorte de déficience de la partie, ceux qui devraient diriger, organiser la société sont complètement eux-mêmes en perte de vitesse. Conclusion, la science part tout seul. Donc aujourd'hui,
on a Elon Musk qui est plus important que n'importe quel politicien du monde aujourd'hui, parce que lui, il travaille sur des choses qui m'inquiètent. Parce que ce sur lequel Elon Musk travaille aujourd'hui, je trouve qu'il a une grande liberté d'action. Je ne comprends pas qu'on soit dans une société où on laisse un individu avec une telle liberté d'action. Mais c'est qu'il est... Je ne comprends pas qu'on en soit là. Mais c'est la réalité, c'est qu'il est plus puissant que les Mais États. non, mais ça, mais oui, mais c'est pas une raison pour, mais c'est pas une raison pour laisser faire. Il y a un problème. Mais c'est que non. Il y a un sérieux problème. C'est pas après qu'on va le résoudre ce problème-là. Il n'y aura pas de solution. Ça fait longtemps que c'est extrêmement grave ce qui se passe. Non, mais ça fait longtemps que c'est une réalité. Tu as des personnes qui sont plus puissants que des États. Et quand je dis plus puissants, ça veut dire qu'ils ont plus de pouvoir que des États. Même sur le plan économique, hein, vous avez des fonds qui sont plus puissants que des N'oublions 2-3 pays réunis. Bien sûr, mais Donc, à un moment donné, ça donne à ces gens-là, il faut qu'on se le dise, un véritable pouvoir politique. Et donc un pouvoir sur la liberté des gens. Dans la même matière de philosophie, il y a ce qu'on appelle le teslisme sur Elon Musk. Je vous invite à lire ce livre-là, ça vous explique plein de choses. Donc vous voyez que ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des véhicules. Hein. Non. C'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, c'est voilà. Sachant pertinemment que la Tesla ne vient pas de lui, mais c'est quelque chose qu'il a récupéré de son associé. Ah mais ça c'est c'est de tout le temps. Ça. Oui, tout le temps. C'est McDonald's, c'est Facebook. Oui, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est, enfin, on laisse faire, mais qui est pour moi définitive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour. Hein. Il n'y a pas de retour. Il n'y aura pas de retour. On joue à un jeu qui est extrêmement dangereux. Il n'y aura pas de retour. Hein. Et ça, je comprends. Alors, concrètement, sur quoi il n'y a pas de retour? Toutes les décisions qui sont... Quand on a franchi ces caps-là, on ne peut pas revenir en arrière. On est en train de parler d'une société qui est partie à un moment qui n'a fait que... C'est comme quand on lance un projectile ou un missile. On l'a lancé. Je dis, la société a pris une accélération, mais liée à, il est vrai, cette évolution scientifique qu'on a vue arriver, qui s'est faite, qui a été très vite et sur lequel on a dit très laxiste. On s'amusait, c'était marrant, c'était amusant, on ne s'est jamais posé la question. Les impacts. Voilà. Les impacts. On ne s'est pas posé la question. J'ai presque envie de dire, pour prendre la balle au bon, Harry, qui veut reculer, qui veut revenir? Parce que je suis désolé, hein, combien d'entre nous naviguent quotidiennement sur Internet et au moment où on leur dit « accept all cookies » or « refuse cookies », refuse the cookies. Nobody? Alors, systématiquement, je refuse. Mais alors, il faudrait qu'on fasse un sondage. Combien de personnes refusent les cookies? Combien de personnes lisent et comprennent ce qu'ils lisent? Et combien de personnes acceptent? Je refuse. Parce que ça serait intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur. C'est un indicateur de cette liberté concédée au pouvoir privé, justement. Et qui collecte des informations sur toi et sur avec ton consentement. Mais oui. Combien de fois où j'ai lu toutes ces petites lignes là. Non, personne ne le fait. Et en réalité, tu es en train de donner à ce pouvoir privé un droit d'accès total à tes fichiers de navigation et à tes données personnelles. Et en fait, on est là, on se cache derrière notre petit doigt. On se dit, mais non, mais on accède, on est en train de... Non, mais bita happy fun qui fait les. La dernière fois, j'ai utilisé cette expression. Mais c'est vrai. Mais regarde, on parlait des véhicules. Aujourd'hui, lorsque tu rentres, ta voiture reconnaît ton téléphone, sauvegarde toutes tes conversations. C'est-à-dire, la cabine à gros tété que tu ne veux pas dire à ta femme, ta voiture est au courant. Non, je ne parle pas de toi. Non, tu me rassures. Mieux que si dans ces cas-là, ça peut... Voilà. Je l'ai vu fermer les yeux. Je me suis dit, j'ai dû sortir une connerie. Oui, Raphaël, je reviens. prends ses précautions. Oui, non, je reviens. Mais en plus, non, c'est une boutade de ma part. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'ingénieur qui va faire la mise à jour de son véhicule a accès à toutes ces données. Tu as aujourd'hui, et les gens ne font pas attention à ça, la personne, lorsqu'elle met à jour ton véhicule, parce que maintenant c'est un ordi qui fait la mise à jour, peut accéder à n'importe quelle donnée. Mais je pense qu'il ne faut pas aller aussi loin. Le téléphone, lorsqu'il tombe en panne, quand on l'emmène
cher réparateur. Il sait Non, mais là, c'est exactement. déjà, ce Il a- que m'ont dit, c'est pire, c'est vrai. il a accès Comme à le téléphone qu'on toutes amène. les- Parce que lorsqu'on amène le téléphone, c'est quelque chose. Mais là, vous choisissez d'emmener votre téléphone. C'est un acte volontaire. Mais là, Mais t'as vous le louez droit. un véhicule. Oui, Vous connectez votre portable sur le véhicule. Vous avez tout le répertoire qui reste sur le... Tout reste sur le véhicule. c'est qui a loué le véhicule. Vous savez qui a loué le véhicule. Qui a Et vous appelé- avez accès à son... Donc, si vous aviez le téléphone du président de la République, mais la personne qui vient après récupère le téléphone. Voilà. exactement C'est ça. grave. Et personne ne vous demande rien. Et qu'est-ce qu'on a récemment encore vu? Moi, je pensais que les associations de parents d'élèves étaient assez puissantes. Mais avec ces histoires de... Parce que j'écoute les émissions quand même sur RTL, comment les Français voient. Mais cette histoire de cours sexuels pour les enfants, Oui. il y a à boire, il y a à manger. Les parents n'ont jamais eu le mot à dire. Mais s'il passe des choses, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et là, personne ne fait rien. Alors qu'on ne pourra pas revenir. Faut pas que tu dises ça. En fait, ceux qui sont intéressés par la question font des lois pour faciliter. J'ai posé une question une fois, dans le même ordre d'esprit que toi. J'ai dit, qui s'est intéressé à savoir pourquoi on a baissé le consentement sexuel des petites filles? Et là, les gens m'ont regardé comme un bœuf égaré dans une falaise. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais fait la systémie des choses. Ils voient simplement, il y a une petite loi qui a dit oui, il faut abaisser. Mais ils ne voient pas effectivement le tout. Et ils ne voient pas venir les choses. Ce que tu dis là, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que on disait tout à l'heure, dans le monde dans lequel on est en train de vivre, on est en train de jouer sur des libertés et des autorisations. Et demain matin, on sera mêlé avec ça. Absolument. Parce que plus ça va, et souviens-toi, lorsqu'on a fait ici le débat sur la dématérialisation, et on a toujours dit que la dématérialisation n'était pas adaptée à notre société. Notre grand-mère d'Anse Bertrand, qui ne sait même pas déjà comment faire fonctionner son smartphone, tu lui demandes de vérifier effectivement ses droits à la sécurité sociale, et tu es surpris qu'elle ne le fasse pas. On oublie toujours que ceux qui pensent que c'est de la modernité, ceux qui pensent que c'est quelque chose, c'est une avancée, c'est pas vrai. Parce que le vrai public concerné, on s'en inquiète jamais. On s'en inquiète jamais et on devrait justement s'en inquiéter puisque le sujet c'était la semaine dernière et cette semaine encore la semaine bleue. Et j'ai dit aux gens, qui a inventé ce concept-là? Et les gens m'ont dit, ouais, mais tu es toujours au tort. J'ai dit, non, posons-nous les bonnes questions. Qui a inventé le concept de semaine bleue? Et pourquoi? Pourquoi chaque année, j'entends les gens sortir les mêmes inepties, et pourtant, lorsque tu veux faire une démarche pour une prise en charge, c'est la croix et la bannière. Il n'y a rien qui fonctionne chez nous. Et pourtant, pendant la semaine bleue, tout fonctionne. Ouais. De toute façon, il va Repères, falloir... valeurs. Est-ce que c'est la communication qui est importante ou est-ce que c'est la réalisation de L'affichage. Avant, les gens te disaient effectivement que on pas vendre sac en chat. Ou pas vendre chat en sac. Mais on fait que ça depuis des années. Bien. Messieurs, je reviens avec vous d'ici quelques instants. Vous pourrez poursuivre. Nous récupérons quelques appels puisque je me fais vraiment tirer les oreilles à chaque fois. Les téléspectateurs disent, mais nous, on n'a pas suffisamment de temps pour poser des questions ou pour pouvoir nous exprimer. Donc, nous prenons des appels et puis vous pourrez continuer à débattre sur ce thème. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tout en les plateaux là. Bonsoir. Et merci pour l'émission là, c'est là, parce que en cas où c'est permet de nous, ça nous. Mais c'est dommage que justement comme nous, comme repère, c'est pas les ici. Bon, alors, depuis repère, nous avons parlé, et depuis, je dis repère avec repère et éducation. Non? Alors, nous avons un petit souci au niveau du téléphone. Il faut faire un petit point. Madame, si vous voulez baisser les volumes à téléviseur, nous qui peut-être dans vos pieds. Au loin? En loin, c'est là. Alors, un petit réglage de notre côté.
Ou peut parler. Oui, en tout cas, de qui repère nous va parler et de qui, on ne peut pas oublier l'autre mot là. Valeur. Repère et valeur. Alors, à nos sociétés coloniales, qui repère pour nous finir et qui valait pour nous finir, d'autres qui valaient de soumission. Parce qu'en société coloniale, il n'y a pas qu'à des repères pour ne pas respecter. Il n'y a pas des repères pour soumettre vous. Donc, justement, là, nous allons parler de ça. Il faut nous parler de qui repères nous pas chercher. Est-ce que les repères que nous faisons aujourd'hui là, c'est que nous dans nos cas jetés, qu'à mettre de côté parce qu'il n'y a pas qu'à retrouver, il n'y a pas qu'à trouver en liberté, il n'y a pas qu'à trouver un acte qui a grandi dans ces repères-là. Parce que les repères que nous avons, c'est justement pour nous pas aimer nous, pour nous pas bien vivre entre nous, c'est-à-dire de faire classification des pauvres. Eh bien, ces repères-là, ça, ils peuvent poursuivre nous jusqu'à là, aujourd'hui. Et les ancêtres en nous, essayer d'éduquer nous pour nous rester justement à un repère naturel, que la vie cabao. C'est-à-dire tout le monde égaux. C'est-à-dire le fait, au cabinet. Aujourd'hui, là, nous parlons ça. C'est-à-dire, ni monde qui a fait déjà, il peut même faire déjà riche. Donc, si, dans la société coloniale, il faut nous savoir que les repères que nous signons et justement les éducations que nous avons fait dans l'école pour nous, à pas pour justement grandir nous et ni des repères qui valorisent nous. Eh bien, c'était ça pour moi de dire. Et en quels autres, expliquez-moi les repères que je vais parler. Merci. OK. Merci. Voilà une question. Quels sont les repères dont on parle? Ben en fait, je trouve que ça, ce que dit effectivement Madame à l'instant, ça en genre, en rappel mettre des points en créole, puisque Mme l'a posé une question là en créole, donc on peut répondre en créole. Ça va rejoindre, ça nous a dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Parce que nous parlait des conflits de valeurs, et nous parlait de conflits de valeurs par rapport à ça, nous y est ici, non? Et par rapport à ça, d'autres mondes qui vécu que nous y est ici. Non? Et en fait, c'est intéressant parce que, et Raymond dit ça, finalement, laisser flou, c'est que tignon loup, eh ben, finalement, c'est ça qu'a dit aussi, l'antéca dit que nous ici, mais nous avons cherché des repères par l'autre côté, à l'homme là, mais nous pas qu'à voir ces repères-là, parce qu'effectivement, avec 7000 km de séparation, eh ben, nous pas forcément ni la même interprétation des repères que nous avons besoin de nous. Et donc, nous tout à fait raccord avec ça, madame là, qu'a dit là, ni au premier crise, ni au premier complexe, c'est que faut nous trouver nous à dans société postcoloniale ou à dans société coloniale, à dans une espèce de quête de sens et de repères. Et crise là, ça peut-être d'autant plus fort que nous avons trouvé nous qu'à conjuguer quête de repères là, ça avec glissement intergénérationnel de repères que nous ni, et donc ça dans nous société là qui laisse là nous vivre là, et ça on a trouvé intéressant dans réflexion à madame là, c'est que finalement on a quoi que avec ça nous ni un certain nombre de clés pour comprendre pour qui pays en nous qui vivent des misères comme ça. Dans mon bouquin Autonomie, j'ai utilisé une métaphore qui est celle du crack sociétal. Alors, pas ça, si je savent qu'il y a un crack boursier. Un crack boursier, c'est l'occasion d'expliquer ça ici. C'est là où ça à construire, ça vaut 10 euros. Apple a fabriqué avec 10 euros. Les composantes, c'est 10 euros. En cas de dire bêtise, mais c'est la réalité. Sauf que, comme moi en veille, Harry veille, Raymond veille, nous toutes liés là, nous veillons, Samuel veille, vous veillez, et bien au final, nous avons décidé qu'il n'y a pas vos 10 euros encore, puisque tout le monde veille, et Bitan Kavin 100 euros. Et en fait, le crack boursier, c'est quoi? C'est là, nous toutes qui là, nous ni
même information là, en fait, putain, ça c'est 10 euros, ça vaut. N'importe qui mon dans nous peut attraper pour 10 euros. Et donc finalement, nous pouvons enlever pas pour 100 euros encore. Et donc, putain, il a fait ça. Valeur subsumée, valeur imaginée par nous tous. 100 euros, valeur réelle 10 euros. Eh bien, c'est ça un krach boursier. On a créé une bulle. On a créé une bulle, exactement. Et le krach boursier, c'est quand la valeur imaginée rejoint la valeur réelle. Et en fait, pour moi, on vit dans une société où en permanence, on a affaire à ce qu'on appelle des krachs sociétaux. Pourquoi? Parce qu'on a l'illusion du développement économique dans ce pays-là. Tout le monde a roulé en belle voiture, tout le monde, comme il y a crédit à la consommation, crédit immobilier, il y a acheté case, il y a acheté terre. Bref, au final, on a le sentiment d'un embourgeoisement, on a le sentiment que chacun a accès à des biens à la consommation, ni pas nos quatre par toi, tout partout, pour payer ça, acheter tout ça à la terre à poteur. Et donc finalement, on a le sentiment de pouvoir accéder à cette société de consommation qui nous vient d'ailleurs, en réalité. A-t-on les moyens de vivre au-dessus de nos moyens? Et c'est là. Mais qu'à un moment même donné, lorsque les gens, tout ça, ils ne sont tous de même pas heureux. Hein. oui, Ils mais s'imaginent encore. Je finis voilà. juste ma réflexion et après, je cède la parole. Mais en fait, les krachs sociétaux, c'est quand la valeur imaginée de notre société rejoint la réalité de notre tissu socio-économique. Et donc, au final, on se retrouve à tuer quelqu'un pour une chaîne, à tuer quelqu'un pour un scooter. Rentrer chez toi. À rentrer chez toi. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que moi, je vais souvent défendre des jeunes dans les tribunaux. Je descends dans les geôles. Et quand j'interroge ces gens-là sur la vie qu'ils mènent, j'ai presque l'impression qu'on me raconte la vie de la Guadeloupe. C'est assez souvent des gamins, famille monoparentale. Ils cherchent, ils sont dans une espèce de quête d'identité et de quête permanente d'autorité d'un père qui leur a été vendu comme étant une autorité morale, mais qui a été en permanence absent du foyer. Et en réalité, des fois, je me demande est-ce que la Guadeloupe n'est pas un peu cette espèce de fille qui est en quête de cette autorité d'un père absent, qui s'est inscrit dans une approche paternaliste de manière historique et qui en fait n'est pas présente. Et quand l'un attend de Madame Lacapal et moi effectivement de société coloniale là, donc qui laisse la nous vivre là, pour moi c'est un peu ça la réalité. Enfin, c'est qu'on vit ce complexe. Nous avons un appel de téléspectateurs, nous le récupérons juste avant Harry, un appel de téléspectateurs et je reviens avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Tous vos invités. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme d'habitude, le débat est très, très intéressant, surtout avec tous les invités qui sont là. Et il y a un que j'apprécie en particulier, mais je pense que beaucoup de monde l'apprécie, c'est M. Otto. En tout cas, ses réflexions qu'il laisse, en tout cas, qu'il laisse à se poser des questions, en tout cas, à s'interroger soi-même pour une évolution, son évolution future, en tout cas. Merci, M. Otto, en tout cas, en particulier. Voilà, ce que je voulais dire. Alors, pour répondre tout à l'heure à une des choses qu'a dit M. Lapin, en ce qui concerne les cookies, moi, je fais partie des gens, justement, qui refusent les cookies. Donc, ça veut dire que quand je fais certaines recherches, si je n'ai pas le choix de refuser les cookies, je préfère abandonner la recherche. Donc ça c'est clair pour moi. Quand j'ai parlé, Je suis pas certain que tout le monde le fait. Voilà. Ah non, mais c'est clair. Mais moi, je fais le choix de refuser. Super. Je fais le choix de refuser. Et en fait, c'est quand on va développer ce refus systématique, puisque si vous refusez, quelquefois vous ne pouvez pas y accéder, même si on n'a pas qu'à accéder à l'habitat, ou pas qu'à y aller dans l'habitat, peut-être qu'on changera la politique, en tout cas, sur le sujet. Voilà. Ensuite, je voulais aborder un autre sujet, la 5G. Vous voyez bien qu'au départ, on a commencé avec différents réseaux, c'était la 1G, la 2G, la 3G, la 4G, et aujourd'hui on est à la 5G. Moi, personnellement, je considère que la 5G, c'est celle qui va tous nous amener comme le troupeau qu'on ramène à l'abattoir pour être abattu. En fait, et si les gens n'ont pas compris ça, si la majorité des gens n'ont pas compris ça, parce que naturellement, sous le prétexte de la nouveauté, parce que c'est comme ça qu'on appâte les gens, vous allez pouvoir faire, mais justement, en fait, avec la 5G, on prend de plus en plus la main sur vous et sur votre façon de penser et sur votre cerveau. Il faut que les gens arrivent à comprendre ces choses-là.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? C'est qu'au fur et à mesure, le réseau 2G, on va l'arrêter. On va arrêter le réseau 3G pour avoir que la 4G. Et en fait, à terme, ce sera la 5G. Et la 5G, c'est celle qui va justement vraiment, je pense, prendre la main sur les gens, entre guillemets. Je mets les gens entre guillemets pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez tellement être dépendant que vous n'allez même pas voir ce qui se passe, puisqu'on va vous contrôler même à distance. Tout ce que vous ferez, on le saura. D'ailleurs, aujourd'hui, on rentre dans cette ère-là. Voilà. Je voulais parler ensuite, pendant qu'on parle de ça, des applications gratuites. Il faut que les gens comprennent. Il n'y a jamais d'application gratuite. Quand une application, à vos yeux, apparaît gratuite, il y a une contrepartie sous-jacente que vous ne voyez pas, et c'est celle-là qui prend le contrôle de votre vie. Il faut que les gens comprennent ça. Tous les gens, on ne veut pas citer nos applications pour ne pas venir attaquer moi demain. Mais il y a une que toutes les personnes, ils vous disent, ah, tu n'as pas telle application, mais comment ça? Mais si tu n'as pas ça, mais si tu as ça, je vais t'envoyer tel truc, je vais t'envoyer telle vidéo. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis sous aucun réseau social. Parce qu'on savent qu'à qui derrière. On savent qu'à qui derrière. Autre chose que je veux dire, et peut-être qu'on peut créer en polémique, l'on a dit ça. Aujourd'hui, on vous demande, même pour vos comptes bancaires, d'aller sur l'application sur votre téléphone. Connerie! C'est comme ça qu'on va prendre en main en l'air. Les gens ne comprennent pas ça. Moi, je n'ai aucune application sur mes comptes. En pacaille, si vous voulez votre compte en moi, directement live, en pacaille, si c'est ça, avec téléphone en moi. Ça clair, net, précis. Voilà. Quatrième chose que je voulais dire. Il y a un monsieur qui est connu, qui est très connu, et on va considérer peut-être, je ne dis pas de la peut-être, il n'y a pas plus riche là, mais il fait partie des plus riches. En tout cas, à un moment donné, c'était le plus riche. Je ne citerai pas son nom, c'est un Américain. Rappelez-vous, le gars était prêt à vacciner, à donner des vaccins gratuits pour le peuple africain. Oui. Vous croyez que c'est pour son bien-être? Mais non. On a tous bien compris, et Feu Omotunde Kalala le disait en permanence, on sait bien que toutes les richesses sont concentrées en un endroit en Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un certain nombre ont eu, jusqu'à présent pour certains, des fonctionnements coloniaux qui fait qu'elle était capable de piller ces pays-là. Aujourd'hui, certains pays reprennent la main en disant ça a suffi, ça a assez duré. Maintenant, nous reprenons notre pouvoir. Mais naturellement, je crois bien comprendre que ces gens qui étaient avec les vaccins là, c'était quoi? C'était derrière, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'était éliminer ces peuples-là, ça. Parce que l'idée, c'est de récupérer les richesses. Vous comprenez bien. Aujourd'hui, ils savent très bien que tu vas pas... Alors, dernier propos, monsieur, puisqu'il y a beaucoup d'appels. D'accord. La dernière chose que je dirais, quand vous parliez de repères et tout ça, excusez-moi, je vais faire un écart en disant, simplement, regardez les élections sénatoriales d'il y a 2 semaines. Oui. Et je ferme la parenthèse, regardez le premier élu, et pourtant nous avons tellement de problèmes à de l'eau, et est-ce que les choses ont évolué? Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. On va pas aborder ça. Laissez-le partir en France. Oui, Raymond? Laissez-le partir en France, qui y a? Non, laissez-le. Ah, en fait, ce dont parlait le monsieur, c'est la personne qui a arrangé pour que Veolia parte avec de l'argent et qui aujourd'hui est sénateur, voilà, et qui voulait nous faire payer les trains, voilà. Et élu de la République. Harry voulait s'exprimer. Après Raphaël, bon, il ne sait plus. Il y avait Samuel. Non, c'était sur le volet qui est intéressant du choc, parce que les gens veulent absolument qu'il y ait linéarité. Tu disais qu'en fait, que chaque génération questionnait, et tu regardais depuis quelque temps la société guadeloupéenne, tu avais l'impression que plus rien ne bougeait. Comme s'il n'y avait aucune production. Ah oui, première production, mais je dirais même, enfin,
j'ai vraiment l'impression qu'on est totalement statique. Mais enfin, on se projette en rien. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression. D'ailleurs, c'est simple. Enfin, mais je ne veux pas venir sur le débat politique parce que ça viendrait sur le débat politique. Enfin, quand je vois récemment, quand j'ai vu ce qui s'est passé en Corse récemment, je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. Mais c'est un non-sens historique, cette histoire. Mais enfin bon, que ça soit en Corse, que j'entende certaines choses, et qu'en Guadeloupe, on est au stade, mais totalement muet. Enfin, je veux dire, on est dans une situation où on sent bien qu'on ne maîtrise rien à ce niveau-là. On ne sait pas où on veut aller, on ne sait pas où on va, on ne sait rien. Ça m'interpelle quand même, ça m'interpelle pas mal. Mais je ne veux pas venir sur le débat politique là, c'est pas le but là. Parce que je pense que c'est pas. Non, ce débat politique là, c'est. Pour que les gens puissent comprendre. En fait, en clair, ce que Harry est en train de dire à mot couvert, c'est que l'État est porteur du projet de continuité territoriale de la Corse, c'est-à-dire qui fait que en fait, tu peux faire Corse-Paris pour 108 €. Et que chez nous, l'État n'est pas porteur du projet de continuité territoriale, il demande aux collectivités de le faire. Mais c'est valable 3 mois. Enfin, je dis 3 mois par rapport au volume financier. Le fret est couvert par l'État avec les fluctuations du baril de brut. Pas chez nous. Donc, en fait, l'État, c'est cette espèce de créature bizarre, 2 poids, 2 mesures. Et là, aujourd'hui, il parle d'autonomie pour la Corse. Oui. Et là, mais... Harry ne voulait pas venir. C'est là qu'il arrive. Oui, bon. Ça veut dire, quand il a parlé de l'histoire, oui. c'est un non-sens historique. Non, mais on a bien compris. Pour lui, entrepreneur, je peux comprendre. Lorsque tu vois comment tu galères pour avoir des entrants ici, et que de l'autre côté, tu as un régime spécifique où la valeur du fret, puisque c'est le fret qui coûte le plus cher. Lorsque l'État prend en charge les fluctuations du fret, il faut qu'on arrête. En fait, les gens sont persuadés qu'on est bête, qu'on ne comprend pas le monde. Il y a aussi une certaine dimension, alors il faut en parler. Alors rapidement, Raphaël, nous avons un appel. Mais parce que ça participe de la perte de repères et de la perte de valeur. Moi, quand j'écoute Talamoni en Corse, quand j'écoute l'ensemble des élus de l'Assemblée corse, c'est soit des indépendantistes, soit des autonomistes. Donc ça veut dire qu'entre eux, je suis désolé, hein, je suis un peu direct et un peu trash, mais entre eux, ils s'entendent. Ils savent ce vers quoi ils veulent tendre pour leur pays. Et en fait, ici, je ne suis pas là pour décerner des diplômes, mais on se retrouve avec des congrès qui, successivement, consécutivement, subséquemment, où on peut continuer comme donc, ça, c'est toi qui as dit ça, et les gens disent que c'est moi. Disent la même chose. Ça veut dire nous tous d'accord pour nous faire un bitin, mais nous pas à faire. Et en fait, à un moment donné, il faut arrêter un peu de prendre la population pour des quiches. Et c'est là où, pour moi, il y a une vraie difficulté. On a beaucoup d'élus qui se cachent derrière leurs petits doigts et qui n'osent pas, et qui viennent, qui vont parler, qui vont se cacher derrière des résolutions à l'unanimité. Mais à un moment donné, il faut mettre un pied devant l'autre et dire à Macron, ok, nous d'accord, si c'est là, mais c'est ça qui est résolution à nous, et mais c'est ça qui nous veut et j'en nous veille. Il y a eu un SIOM. Est-ce que vous entendez parler des résultats du SIOM? Moi, regardez le résultat du SIOM, en tenant l'impression, c'est en zéro devant chiffre. Je suis désolé, parce que si, le SIOM, les résultats du SIOM sont en réalité exactement les mêmes redites que les assises des Outre-mer, sont les mêmes redites que ceux qui étaient dans le rapport égalité réelle Outre-mer, sont les mêmes redites que les états généraux des Outre-mer, et au final... Pardon, excuse-moi, je ne dois pas dire des choses vraies. Ça fait des années qu'on fait la même chose. Ah bon, d'accord. Donc du coup, ça... On a pris le même document, on a demandé aux gens de corriger. Copier, coller. Et je laisse le livre bleu des Outre-mer au lait. S'il vous plaît, messieurs. Mais bon, quand même... Nous marquons... Non, nous avons un appel de téléspectateurs. Fallait pas m'inviter. J'ai dit ça. Hein. Laisse-moi chez moi m'occuper de mes poules. Nous avons un appel de téléspectateurs et je reviens avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je remercie donc tous les intervenants. J'écoute le débat depuis un moment. Et donc, je pense que vous avez entendu parler de la grève au niveau de l'établissement agricole.
donc qui dure depuis 2 semaines. Ce sont des élèves qui ont besoin justement de prendre la relève. Ce sont des élèves qui sont engagés pour pouvoir œuvrer pour la Guadeloupe. Ce sont des élèves aussi qui veulent nourrir le peuple. Ce sont des élèves qui veulent prendre en main l'exploitation du grand-père, du père, et donc qui sont engagés. Ils ont besoin de vous. Vous êtes des têtes pensantes de la Guadeloupe. Ils ont besoin de M. Lapin pour pouvoir approfondir et leur permettre de connaître mieux ce dont ils peuvent et qu'ils ont droit. Ils ont besoin de M. Otto pour leur porter un soutien parce qu'ils sont mal en ce moment. Et vous êtes un intervenant aussi psychologique. Ils ont besoin de vous sur le terrain. Ils ont besoin de M. Anstad parce que demain, ils ont envie d'avoir des chefs d'entreprise. Vous avez parlé d'érudits, mais ce sont aussi des élèves qui sont des érudits. Ils ont envie un jour, et peut-être qu'ils seront ministres de l'agriculture un jour. Peut-être que ce sont eux qui seront des dirigeants. Donc ce sont des enfants qui ont envie de travailler. Ils sont engagés. Pour la plupart, ils ont déjà un petit lopin qu'ils cultivent, des animaux qu'ils élèvent. Donc, ils ont besoin de vous tous sur le plateau. Et j'aimerais savoir, ma question, est-ce que vous pouvez intervenir pour eux? Est-ce que vous pouvez porter un soutien à ces élèves? Parce qu'ils sont vraiment, vraiment perturbés. Perturbés par manque de matériel, parce que ceux de BTS qui n'ont pas pu passer le CACES parce que leur engagement est de pouvoir apprendre à conduire une exploitation, mais apprendre à utiliser les engins pour s'engager sur un terrain de champ de canne. La canne est en perdition. Donc, ils ont ce désir, ils ont cette force. Vous parlez, M. Lapin, de famille monoparentale. À 4 heures du matin, je suis réveillée. À 5 heures du matin, nous sommes au bord de la route en train d'attendre un transport d'élèves. Ces enfants ont besoin de vous. Donc, je souhaiterais savoir si vous pouvez leur porter votre soutien. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Un cri du cœur. C'est un cri du cœur, mais en même temps, cette dame a raison. J'aurais dû rester dormir chez moi. Cet établissement connaît une grave crise de management depuis quelque temps. Ça n'intéresse personne, parce que c'est l'agriculture. J'entends tout le monde se gausser que oui, nous devons prendre en charge le devenir de la jeunesse. On fait des congrès, des trucs sur l'autosuffisance alimentaire. Lorsque je disais qu'on est dans une société de crétins, c'est de ça que je parlais. Il faut qu'on soit sérieux. Ça fait quelques années que le centre a des difficultés de gestion. D'ailleurs, son dernier proviseur que j'ai connu avait fait en sorte effectivement de rétablir les choses et de faire en sorte que les filières soient connues, puisque le lycée agricole, ce n'est pas que de l'agriculture, il y a aussi un lycée classique où les gamins peuvent faire des études dans d'autres domaines et dans d'autres domaines scientifiques qui pourraient nous aider justement à ne plus utiliser autant d'entrants. Merci. Je finis simplement mon propos. Avant je finis. Et madame, oui, vous avez raison, puisque pendant quelques années, j'ai accompagné l'équipe à faire des veillées le soir avec les gamins, justement par rapport à la question des terres et de repérer les terres pour qu'ils puissent s'installer. Oui, mais c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire de 4 hommes. C'est vraiment, j'entends ce que vous dites, mais il faut que les personnes, et c'est ce que Raphaël disait tout à l'heure, les personnes qui demandent des charges, les assument. Et il faut aujourd'hui qu'on exige de ces personnes le bilan de leurs actions. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois sacrifier des promotions d'élèves et après, effectivement, de mettre ça sur le tapis. Nous marquons une courte pause et nous revenons avec vous, messieurs. Notre équipe sur le plateau, et puis il y avait, je crois, Samuel qui voulait dire quelques mots. Peut-être et puis...
rapidement, Raphaël et puis Samuel. Nous récupérons encore quelques appels et ensuite nous reviendrons. Voilà. La personne qui a appelé tout à l'heure, elle a juste interpellé de manière claire sur des attentes. Et je comprends la souffrance qu'elle a exprimée. Moi, ça m'a touché, la manière dont elle a eu de présenter la situation de ces élèves-là qui connaissent des difficultés dans le cadre de leur formation pour pouvoir faire l'un des métiers les plus nobles, me semble-t-il, c'est nourrir son peuple. Oui. C'est quelque chose d'absolument noble et magnifique. Et on sait tous les enjeux qu'il y a dans la transmission de ce métier-là. On parlait de transmission de valeurs tout à l'heure. Eh bien, il y a dans la transmission de ce métier-là une transmission de valeurs essentielles. Donc là-dessus, je tiens à lui dire qu'elle a été entendue. Maintenant, je rejoins Raymond sur le fait qu'il a dit que c'est pas 4 hommes qui seuls pourront changer les choses, mais qu'elle sache que, et je crois que je peux parler au nom de Raymond aussi, nous sommes à disposition d'une manière générale. Là où il y a de la volonté, il y a un chemin, et là où il y a des hommes, il y a une volonté. Donc moi, je me tiens tout disposé à discuter avec ces jeunes, à échanger avec eux et à, le cas échéant, essayer de trouver avec eux des solutions. Nous récupérons un autre appel et puis Samuel, après cet appel, nous reviendrons avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Voyez-vous, alors, c'est Boulou à Saint-Anne. Oui. Alors, je voudrais dire quelque chose qui nous touche dans ma famille très proche. Nous avons des élèves qui ont eu le bac plus, hépatite et hépatite. Et quand ils ont cherché à avoir vous savez, en alternance, ils font ça pour avoir un BTS et tout cela, ça n'a pas été possible et ils ont dû, bon, le pédon est là, puis ils ont dû se rattraper sur des où il y a un service, cela. Ça n'est pas dégradable, hein, c'est pas ce que je veux dire. Cependant, ça n'était pas ça qu'ils testaient. Et ça n'est pas possible, parce que quand tu vas en métropole, ça coûte très cher, et ce n'est pas toutes les familles qui peuvent se le permettre. Et vous savez, un autre problème qu'il y a, c'est les installer par la SACER. Il y a beaucoup de personnes qui sont installées sur des terres qui sont quand même conséquentes, hein, je parle de 10, 20 hectares, et qui ne sont pas accompagnés, qui fait qu'ils élèvent des épineux. Et certains louent les terres qui leur sont octroyées à des personnes, excusez-moi, mais c'est une réalité, ils ne sont pas agriculteurs, qui élèvent des bœufs sous les herbes guinéennes qui ont été octroyées à des personnes pour faire de l'agriculture et soi-disant pour planter des cannes, ils ne sont pas capables de récolter la canne, d'entretenir la canne, et voilà des terres beaucoup. Alors monsieur, nous c'est très bien ce que vous dites, puisque je pense qu'il faudrait qu'on fasse une thématique là-dessus pour que vous puissiez vous exprimer et surtout pour qu'on puisse y voir plus clair. C'est vrai que ce soir, la thématique, c'est notre société est-elle en perte de repères ou en perte de valeurs. Donc, nous resterons sur cela. Madame Boissier, je vous dis, les repères et les valeurs, beaucoup cherchent à les faire exister et perdurer. Cependant, il n'y a pas la situation qui pourrait le permettre de durer. Alors, ceux qui sont là sur le plateau, ce sont des personnes de valeur. Comme tu en parles, comme moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, et il avait proposé un consortium pour pouvoir faire déjà ou ça. La thématique que tu dis là, madame, c'est ça qui est important, les repères, les valeurs, c'est ça qui est important. Ni le monde qui veut faire, et ni le monde qui peut empêcher de faire. Voilà la vérité. Et ouais, c'est un monde là qui va en plateau là, il veut faire. Il a là, quand tu regardes là, il veut faire. Et il n'a pas trouvé, il n'a pas dit ça. Mais c'est la vérité. Il y a des gens qui c'est comme c'est quand c'est fait, on a harmonie pour ces réalités. Monsieur, qui n'a pas là, ouais, Michel Lata,
Il était fait en vitesse des fois quotidiennes. Et mon a dit, Camille, tu as compris. C'est une vérité. Voilà les valeurs, tu me parles de valeurs européennes. Madame Boissy, excusez-moi. Ça, c'est le problème. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà donc pour une intervention. Samuel. Nous récupérons encore un dernier appel et puis nous poursuivrons avec vous. Oui. Une réaction? Ah non, c'est moi. Oui, non, je préfère récupérer l'appel. On va je sais même plus ce qu'on dit. Enfin, le fil. Il a perdu un peu le fil. Voilà. Elle a perdu un peu le fil, donc nous récupérons, voilà, je te laisse rebondir. Le dernier appel. Oui. Et puis, je reviendrai avec vous pour le reste de l'émission. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, je vous appelle. Surtout, c'est la dame qui a appelé en dernier lieu au sujet des jeunes étudiants, les futurs agriculteurs. Oui. J'ai entendu M. Losbar passer à la télé dire qu'il avait 1 milliard de disponibles quand il fallait faire élire les sénateurs. Et je pense que c'est le département qui possède la terre. Quand je vois que M. Théophile a été élu aujourd'hui, alors que toutes les lois qui étaient contre nous en Guadeloupe, il les a votées, il va falloir que les élus guadeloupéens nous disent exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous, de notre pays. Parce que moi, personnellement, en cas bouilli, nous écrit, on ne va pas comprendre rien. Le pays n'a pas ni pied ni tête. Alors nous avancer, c'est reculer, nous qu'à reculer. Excusez-moi, mais franchement, nous sur la mauvaise pente, ça continue comme ça, il faut pas plaquer réveiller à un certain moment. Tout sans qu'à féliciter tous qui ont les plateaux là, parce que l'émission là, super. Allez, bonne continuation. À la prochaine. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. C'était malheureusement le dernier appel, mais rassurez-vous, la semaine prochaine, nous aurons un thème tout aussi important et ça sera, on va dire, la suite de la thématique de ce soir. On va faire quand même un bon tour de plateau. On a le temps de faire un vrai tour de plateau avec vous. Il faudrait bien répondre à la question, mais surtout avancer des solutions. Que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui peut faire évoluer les choses? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça change? Si vous êtes d'accord qu'on n'a pas de repères, on est en perte de repères, de valeurs, mais si tel est le cas, je pense que Raymond doit avoir quelques solutions. Raphaël, Harry et aussi Samuel dans la poche, d'accord. Alors, première question, sommes-nous, selon vous, en perte de valeurs et de repères? Clairement. Non. Je suis pas d'accord non plus avec cette affirmation. Non, pas de perte de repères, pas de perte de valeurs. Non, je pense qu'on assiste à un glissement progressif des repères qui aboutit à une transformation du rapport aux valeurs. Ça, c'est le postulat de départ. J'avais une réflexion que je voulais mettre au pot tout à l'heure, c'était que dire d'une société en termes de valeurs qui a du mal à voir se transmettre la terre d'une génération à l'autre. Mais ça, je laisse ça à la réflexion des uns et des autres. Mais précisément, on se retrouve avec une transformation du rapport aux valeurs, avec un grand V. Et donc, cette transformation du rapport aux valeurs, c'est une transformation qui est liée à ce glissement de repères. Pourquoi? Parce qu'on parlait de cette génération qui monte, de cette génération qui n'a pas le même rapport au travail, à la valeur travail, mais parce qu'elle n'a pas les mêmes repères, en réalité, vis-à-vis du travail. Donc, il n'y a pas de problème de transmission, il n'y a pas Il y a un enjeu de transmission, mais quelle que soit la manière dont vous allez transmettre, il y a un émetteur et un récepteur dans la transmission. Et l'émetteur va venir, il va transmettre
son message, il va transmettre ses repères, ses valeurs, avec son propre référentiel, avec ses propres codes. Et l'autre va recevoir ses valeurs avec ses propres référentiels et ses propres codes. Et qu'on le veuille ou non, alors moi j'ai un enfant, je décidais que mon enfant ne regarde pas d'écran jusqu'à l'âge de 3 ans, mais ça c'est moi qui ai décidé de transmettre ça à mon enfant avec tout un tas de codes dedans. Mais derrière, quand l'enfant est à l'école, est-ce qu'à un moment donné, j'ai une mainmise sur tout ce qu'il va recevoir qui vont venir infléchir, modifier les repères que je vais lui donner? Non. Et ce seront des repères qui, même si moi j'essaye de les amener avec une forme de conservatisme parce que je les ai hérités et que je voudrais les transmettre, eh bien il y aura des éléments de progrès qui viendront de l'environnement dans lequel il est et avec lesquels il va se forger sa propre personnalité et il va devenir un agent social de la société de demain. Et en fait, il va devoir évoluer. Et je n'ai pas envie non plus de le priver, cet enfant-là, de l'ensemble des codes de cette société-là, parce que ça voudra dire que si je le condamne avec mes codes hérités du temps passé, ça veut dire que j'en fais un être asocial. Et inadapté. Et en fait, il ne faut pas non plus qu'on veuille absolument figer les choses, calquer ce que nous, on a reçu pour le transmettre de la même manière aux générations qui viennent. Et donc, pour moi, il y a une part... Dans toute chose, il y a une part de conservation et une part de progrès. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on se ferme aux éléments de progrès qui viennent de ce déplacement des repères et de cette évolution des valeurs. Et il ne faut pas qu'on renonce totalement non plus à nos valeurs et à nos repères. C'est une position équilibrée et je crois qu'il y a toujours un chemin de crête sur lequel on peut s'engager pour trouver une solution raisonnable. Merci Raphaël. Harry, même question. C'est fou, mais c'est... Finalement, le problème n'est pas un problème de valeur ou de repère, c'est un problème de finalité en réalité. C'est ça qu'on ne sait pas, on ne sait plus. C'est ça qu'on ne maîtrise plus. Parce que les repères, on parle de repères de valeur, tout ça, ça a un objectif, enfin, ça a un sens, parce que ça doit nous amener quelque part. Et donc, ces valeurs et ces repères, dans un contexte précis, doivent être bien clairs pour tout le monde, mais parce que nous avons un objectif. Et nous allons quelque part. Mais c'est là où je disais tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, je me disais, mais je ne sais pas où on va. Il n'y a pas. L'objectif, c'est quoi? Quel est notre objectif aujourd'hui? Quel est l'objectif d'un parent aujourd'hui? On va parler des parents dans pas longtemps. Mais quel est l'objectif d'un parent aujourd'hui? Un parent avec ses enfants, il ne sait même pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. D'ailleurs, tout le monde préférait avoir un footballeur ou un basketteur ou un machin. Pourquoi? Parce qu'on a mis l'argent. Mais c'est les gains qui... Mais quand on faisait des études avant, il y avait plusieurs raisons. Mais on disait aux enfants, vous aurez tel métier. Mais derrière ça, il n'y avait pas que l'argent. Il y a tout un ensemble de choses. Il y avait votre positionnement dans une société, ce que vous allez apporter à la société, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le débat. Qu'est-ce que vous allez faire qui apporte du pognon? Ah ben il y a des gens qui disent c'est fusiller moun ou faites quoi. Enfin, on a de tout aujourd'hui. Je dis, on est parti dans un dérèglement total parce que en réalité, c'est pas les repères ou les valeurs qui posent problème. C'est la finalité qui a changé. On n'a plus du tout le même objectif, on ne sait plus. Et alors, mais je vais dire une chose. On a beaucoup parlé de travail. Vous savez ce qui m'importe le plus, moi je m'interroge le plus, c'est dans l'histoire du travail. Vous savez, je me dis, j'ai beaucoup bossé. J'ai passé beaucoup d'heures à travailler. Je ne dormais pas beaucoup, etc. Je dis, est-ce que j'ai fait tout ça dans le but que mes enfants fassent la même chose? Sincèrement, non. Je n'ai jamais pensé que mes enfants doivent travailler comme moi. Je l'ai fait moi. Mais l'objectif, non. Je me suis dit, je fais ça avec l'objectif de leur faciliter la vie, la tâche, mais qu'ils soient performants. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soient obligés de se donner autant que je l'ai fait. Je n'avais pas le choix, il fallait le faire. Il n'y avait pas les éléments, je ne pouvais pas faire autrement. Je l'ai fait jusqu'au bout. J'ai essayé de le faire le plus équilibré possible. Je ne dirais pas que j'ai fait que ça, mais quand même. Mais c'est sûr que ça m'a demandé pas mal. Mais je ne demanderai pas à mes enfants de faire comme moi. Ce n'est pas le but, sinon ce n'est pas la peine que je fasse. Ce n'est pas ça tout le temps. Je dis, il faut ramener aussi une chose. Là, on travaille pour quoi? On fonctionne pour quoi? C'est pour l'humain. On oublie ça tout le temps. On oublie, c'est pour l'humain. Donc le principe, l'objectif réel, c'est d'améliorer notre vie.
Et ce qu'on doit transmettre en réalité, c'est une vie meilleure. Le problème, c'est qu'on ne sait même pas. On travaille pour ça. Le principe, on doit transmettre une vie meilleure. Mais pour avoir une vie meilleure, est-ce qu'on ne doit pas avoir des repères? Mais le problème, mais voilà, alors justement, la finalité, c'est pas ça, c'est qu'on a laissé glisser. On a laissé glisser quelque chose. Mais aujourd'hui, vous savez, je prends le truc de côté économique. Pendant le début du XXe siècle, les gens qui ont gagné de l'argent, on savait ce qu'ils ont réellement apporté. Ils ont amené une industrialisation. Ceux qui ont inventé la voiture, ils ont révolutionné un système. Mais ils ont produit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont gagné de l'argent en produisant beaucoup, en mettant en place des industries qui ont été lourdes. Mais aujourd'hui, les gens qui gagnent... Mais aujourd'hui, on ne gagne pas beaucoup d'argent parce qu'on crée une richesse collective. On revient riche tout seul. On est dans un autre monde là. C'est plus, et tout ça part dans tous les sens. Je dis, il n'y a plus. C'est vrai qu'on quelque part, quand il y a plus de repères, il n'y a plus de valeur. Nos enfants, aujourd'hui en Guadeloupe, et ça c'est important, ils ne sont pas. Ils ont deux problèmes à résoudre. Parce qu'il y a un problème mondial, et ils ont un autre problème, qui alors est le nôtre, qui est notre situation, qui est tordue complètement, où on est une sorte de bête à 50 pattes, et on ne sait pas où on va avec ça. Donc, on a deux problèmes à résoudre. Parce qu'il y a une mondialisation qui pose problème. Oui. Qu'on doit régler. Et on ne peut pas être à côté. Mais nous, en plus, en Guadeloupe, Martinique et quelques-uns, les quelques monstres qui restent encore. Parce que finalement, il y a tout un continent qui est en train de bouger. Mais les quelques monstres qui restent encore, parce qu'on est dans une situation totalement atypique. Et ça, il faudra qu'on se décide un jour à s'asseoir. Et c'est quoi que Raphaël disait ça? Non, bon, il faut dire, les mecs, maintenant, choisissons ce qu'on fait, mais nous faisons, on doit arrêter de faire blague. Nous avons dit, nous avons assumer nous. Nous assumer nous, mais à nous assumer nous. Point. Il faut décider, il faut avancer, il faut arrêter les blagues. Non, juste avant, Samuel, puisque c'est le tour de plateau, donc on va faire avec Samuel et ensuite... Non, c'est pas... Dans tout le monde, les gens nous regardent jusqu'en France. Pas du tout. Et au Canada et à l'étranger. Et au Canada, et les gens vont retenir, Mambois s'est fait, on ne pas les dire, pire. Et on peut témoigner si ça. Samuel. Et ensuite, je suis d'accord avec le propos d'Harry quand il dit on a l'impression d'avoir presque pédalé dans le vide, parce que lorsque vous consacrez votre vie, puisque c'est vrai qu'on a bossé, on travaille, c'est pour ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui, vous avez, les jeunes ont du mal à faire 7-8 heures de travail d'affilée en étant concentrés. Il n'y a aucun jeune aujourd'hui qui est capable de rester pendant 4-5 heures, et je vous dis même pendant 1 heure sans son portable, quelle que soit la tâche qu'il fait. Aucun jeune, je peux vous le dire. Et c'est pas, quand je dis ça, je n'exagère pas, hein, c'est vraiment en mode laboratoire, c'est presque des essais cliniques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un problème de concentration. Ça veut dire qu'on aura du mal à faire que nos jeunes, et Raphaël l'a rappelé, lorsque vous avez en communication, vous avez un émetteur, vous avez un récepteur. Mais c'est vrai que vous faites passer le message avec vos mots, avec votre vécu, avec votre histoire. Le message n'est pas perçu de la même manière. De toutes les manières, il y a des clapets qui disent que vous êtes presque art. Et on devient art très tôt. Donc avec tous ces éléments-là, parce que la mondialisation nous a fait énormément de tort. Cet outil-là, il a fait énormément de choses intéressantes. Il permet de communiquer, il permet de sauver des vies, il permet de faire plein de choses, mais il nous a gâché tout un pan de notre société. On n'était pas prêt pour ça, je vous dis. Et parce que ça fait des dégâts en dehors même du travail de plein de choses, même dans la famille, les gens ne parlent plus, les gens ne se parlent plus. Vous pouvez voir dans une maison 3-4 personnes avec leur portable. Et il n'y a pas de... Au restaurant. Mais au restaurant, il y a des restaurant, couples, chacun voilà. Et on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à se dire. Des couples, pas oui, des couples, des enfants avec leurs parents et tout. Qu'est-ce que tu appelles des associations de personnes? Oui, voilà, les associations de personnes. Parce que même là aussi, ça fait énormément de dégâts dans les couples. Même pour le contenu de ce que l'un ou l'autre peut prendre, de ce que le téléphone lui propose, les réseaux sociaux ont fait énormément de tort. Donc on est dans une société, on ne peut pas revenir. Alors c'est vrai que Raphaël et Raymond disent qu'on n'a pas perdu nos repères, on n'a pas perdu nos valeurs. Je ne partage pas tellement ça, je pense qu'on en a perdu, on a perdu certaines. Et
Par exemple, on voit qu'aujourd'hui, on a un problème les gens ont un problème d'empathie. Il est très très rare d'intéresser les gens au malheur de l'autre. Donc c'est quand même aussi un élément de valeur, l'empathie. Et la fraternité, l'empathie, ça en fait. Et quand Harry parle du travail, c'est vrai que je suis amer quand même lorsqu'on constate ça, parce qu'on a l'impression, et Harry le dit très très bien, avant, vous aviez l'impression que vous faisiez un métier parce que vous apportiez quelque chose à la société. Vous apportiez, vous réussissez parce que vous aviez réussi dans votre travail, parce que vous avez créé de l'emploi, parce que vous avez créé de la richesse. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On apprend, tout le monde veut avoir de l'argent, mais on ne sait pas pourquoi en faire, mais en tous les cas, pour plus dépenser, pour plus, voilà. C'est ça l'objectif. Mais ce n'est pas un objectif sain. Là. Donc, ça fait que, quels que soient les moyens qui nous permettent d'avoir de l'argent, on va faire ce qu'il y a à faire. Et maintenant, on tombe effectivement des nues lorsqu'on voit des familles, on voit des enfants qu'on connaissait, et on voit des trafics, on voit dans quoi ils baignent et tout ça, ça fait mal. Donc, on a une société qui se délite. On aura du mal, effectivement, à revenir, parce qu'on ne revient pas. On ne revient pas de ces choses-là, parce que personne n'est prêt à revenir dans l'ancien temps. Aujourd'hui, vous n'avez même pas le droit d'acheter une voiture thermique. Il faut la prendre électrique, même si vous ne savez pas comment vous allez la revendre, parce qu'on n'a pas encore fait l'essai de revendre une voiture électrique. Qui pourra l'acheter? Dans quel état vous allez récupérer la batterie? Est-ce qu'il ne faudra pas dépenser 15, 16, 12 000 euros pour rouler dans une voiture après 3-4 ans? Ces questions-là, et on a la réponse. Mais l'État dit il faut de les voitures électriques parce que c'est ça qui va nous permettre de régler les problèmes de gaz à effet de serre, alors qu'on sait très très bien qu'il y a autant de problèmes à avoir une voiture électrique qu'une voiture... voilà. On nous vend des choses qui ne fonctionnent plus. Et aujourd'hui, la parole, si on dit quelque chose, on dit tout à fait son contraire. La parole, on n'a plus... vous regardez quelqu'un, vous lui parlez, vous n'êtes pas sûr qu'elle vous entend, parce que les gens ne vous entendent pas, parce que les gens ne reçoivent plus la parole comme étant quelque chose de... comment je veux dire, il n'y a pas de garantie. Chez les politiques, je parle que... Il n'y a plus de parole forte. La politique, les hommes politiques ont beaucoup contribué à ce délitement-là. Énormément. Et la dame a parlé tout à l'heure, son cri, son appel qu'elle fait tout à l'heure, et elle nous appelle sur le plateau à intervenir. Normalement, si les choses fonctionnaient politiquement, elle n'aurait pas eu à le faire parce que c'est un problème qui aurait dû être réglé. Parce qu'on a des responsables politiques, on a des responsables, il y a un président de la Chambre et tout ça, et c'est une chambre consulaire. C'est une chambre consulaire quand même, donc c'est pas un associé à l'autre de la 1901. Donc il y a des choses qui ne fonctionnent pas au pays. Et c'est vrai que lorsque les choses ne fonctionnent pas chez nous, le territoire il est petit, il est exigu, donc ça fait encore plus de dégâts parce qu'il n'y a pas d'arrière-pays. En France, ça ne va pas à Paris, vous partez à Marseille, ça ne va pas à Marseille, vous allez à Lille, mais aujourd'hui vous êtes obligé de rester. Vous êtes ici, vous êtes obligé de rester. Vous êtes contraint dans un espace clos. Et effectivement, lorsque ça ne va pas, c'est multiplié par... ça fait des dégâts vraiment, vraiment importants. Merci Samuel. Raymond, le mot de la fin. Le mot de la fin, aucune société ne peut se targuer de conserver ses repères et encore heureux ses valeurs, puisque ça voudrait dire qu'on est dans une dictature de la pensée. La société, c'est un mouvement, c'est empirique. Donc en fait, comment Harry a grandi se rapproche de moi, mais n'a rien à voir avec ce que mon fils vit. Et de toute manière, mon fils me regardera et me dira « Mais pourquoi tu veux travailler? Que je travaille comme une bête, puisque tu as déjà travaillé pour moi. » Tu rigoles, mais ton tour arrive derrière. La question que tu as posée, c'est la question du sens, du fil et de la finalité, puisque nos parents... alors, je ne vais pas entrer dans la dramaturge guadeloupéenne du père absent et tout ça. C'est des conneries, d'accord? Mais j'assume mes propos, parce qu'en fait, ça a arrangé tout le monde de penser. Et on a oublié un détail, c'est qu'on était dans une société rurale et agricole. Il pas été absent. D'ailleurs, il travaillait dans les grands fonds et caressait Trois-Rivières. Il n'y avait pas de moyen de déplacement. Et il faut que l'histoire et que nos historiens... Donc actuellement, on ne peut pas vérifier cela, puisqu'il y a la voiture, on se déplace facilement, il y a tout, donc ça ne vérifie plus. Laisse-moi arriver. Non, mais c'est une question. Non, je ne vais pas y répondre. Je vais répondre lorsque tu vas traiter la question de la famille. Et il faudra qu'on ait un vrai débat sur la famille guadeloupéenne, en dehors des lobbies, de toutes les familles grilles là qui te disent qu'effectivement, qu'elles sont potomitans et autres. J'assume mes propos.
Donc, des femmes aigries. Vraiment, c'est pas un peu J'ai pas fort, le temps ça? de mâcher mes mots parce que ça a fait énormément de dégâts dans notre société et énormément de jeunes femmes aujourd'hui sont complètement perdues sur quelle valeur elles doivent s'appuyer pour construire un couple. Il y a un jour, il va falloir qu'on se parle cash sans passer par des embarras. Sujet, absolument. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai glissé ça parce que effectivement, dans l'émotion. Pourquoi vous rigolez? Ouais, tu vois, la parole Non, je suis obligé de rigoler parce que t'écoutant, un homme qui a dit tout le temps, les femmes pour ton mi-temps, ça m'emmerde d'entendre ça. Et c'est une femme. Oui. La question que tu as posée est essentielle. Et je répondrai toujours par l'affirmatif en disant non, on n'a pas perdu nos repères. Il faut qu'on accepte que les choses évoluent. Par contre, Samuel a dit quelque chose qui est vrai. Il faut qu'on garde un fondamental, qui est le lien de la société. Et c'est peut-être là qu'on a un problème. Harry l'a dit, Raphaël l'a dit. Il faut que nous, on se recentre sur quel costume qu'on veut porter. Tu peux pas, la journée, avoir le point levé, ouais, la Guadeloupe, c'est à nous, et le lendemain, tu es en dérive, tu es dans notre surface, quand dit en plein ou pas boué. Non, il faut qu'on soit sérieux. On a une schizophrénie qui s'est développée dans ce pays-là, où personne ne veut être responsable de rien. Et c'est peut-être ça la vraie question qu'il faut traiter. La question du sens qu'on donne à la vie. Parce que, oui, tu veux consommer. Moi, je ne peux empêcher personne de consommer. On est clair là-dessus. Les individus sont libres d'agir comme ils veulent. Par contre, en matière de construire une société pour qu'elle puisse se reproduire, il faut qu'à minima, on soit d'accord sur un lien. Et pour moi, les liens, le trépied de la vie, c'est travailler, donc produire quelque chose. D'accord? Réfléchir à demain, pas aller capter quelque chose que tu as regardé à la télé. Réfléchir à demain parce que tu as un petit enfant, tu as une famille que tu dois gérer. D'accord? Et envisager l'espoir de vieillir. Je dis envisager l'espoir de vieillir. Parce que nous tous qui sommes là, vu ce qu'on a fait effectivement de la prise en charge de la deuxième partie de vie, lorsqu'on arrête de produire, il faudrait qu'on s'interroge. Ça veut dire que, Raphaël l'a dit, si on n'a pas fait de l'assurantiel, c'est-à-dire mettre l'argent de côté, parce que tous on habite dans des résidences. Rapidement. On habite dans des résidences, donc nous pas ni bœuf, nous pas ni cochon, nous pas ni poule. Ça veut dire qu'en fait que nous qui avons bénéficié de l'âge d'or du fonctionnariat, on a intérêt à s'inquiéter effectivement sur notre fin de vie. Merci Raymond, merci Samuel, merci Harry, merci Raphaël. Donc prochain rendez-vous mercredi prochain. J'ai pour une fois avancé la thématique qui sera développée. Donc pour vous qui aimez cette émission Que les choses soient dites, soyez au rendez-vous donc 20h mercredi prochain. On peut la rappeler. Pardon? La thématique. Tu l'as rappelé. La thématique? Tu l'as rappelé. On aura l'occasion d'en discuter. Je l'ai dit une fois, c'était lors d'un échange. Absolument. Donc, bon, on l'a pas. Vous avez retenu? C'est un teaser, voilà. On va retourner sur Facebook. On va dire dessus. Donc, nous aurons une thématique. Un mot, ça sera sur les parents. Donc, est-ce que les parents ont encore cette possibilité d'exercer l'autorité au sein de la famille? Avant que ça se termine, est-ce que c'est le parent juridique ou est-ce que c'est le parent sociologique que tu vas aborder? On va aborder tous les parents. C'est pas la même chose. Tous les parents. Je le dis parce que vous voulez me faire avancer des choses avant même qu'on ne soit au centre de cette émission. Pourquoi les gens commencent à réfléchir pour m'introduire? Mais les gens vont réfléchir sur justement ça, l'autorité aujourd'hui. Est-ce que les parents peuvent l'exercer au sein de la famille? Et nous c'est vrai que... Et oui, voilà. Donc, on y reviendra. Merci d'être venu et rendez-vous mercredi prochain pour une autre émission Que les choses soient dites.